cette première campagne qui est censée avoir inspiré la désobéissance civile dont Greenpeace se prétend le champion et le chantre aujourd'hui, est complètement mensongère et fumeuse en réalité. Et donc l'écologie du spectacle, c'est ça, c'est une écologie qui est essentiellement symbolique, qui est une écologie de surface, de mise en scène. C'est le banderolisme professionnel que moi j'ai vécu à Greenpeace. Est-ce que ils sont cyniques et hypocrites? Ils étaient prêts à donner la caution environnementale à un gars comme Nicolas Sarkozy. Et là, sur le référendum en 2005, tous les partis verts européens ont fait campagne pour le oui. Donc la première chose à faire si on veut faire de l'écologie, c'est de renverser l'ordre capitaliste. Mais c'est là où je suis pas d'accord. Mais du coup, vous êtes social-démocrate ? C'est ça le paradigme que vous défendez ? Bonjour Clément Sénéchal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre ? Pourquoi l'écologie perd toujours ? Alors, brièvement, moi j'ai travaillé pendant 8 ans chez Greenpeace France, qui est donc une grande ONG environnementale. Et j'ai occupé le poste de chargé de campagne, comme on dit dans le jargon. Alors, qu'est-ce que ça recouvre ? Chargé de campagne, c'est un poste assez central en fait dans la structure. C'est celui qui regroupe l'expertise disponible sur un sujet. Donc moi j'étais sur le climat essentiellement. C'est celui qui fait l'interface vis-à-vis des publics de haut niveau, donc les ministres, les parlementaires, les directions d'entreprise, les départements RSE par exemple. C'est celui qui doit élaborer un peu des tactiques de campagne et coller aux stratégies de campagne qui sont décidées par la direction de l'organisation. Et c'est celui qui assume le porte-parole, donc qui porte le discours de l'organisation dans les médias notamment. Donc c'est un poste assez central et en vrai quand on fait ça chez Greenpeace, on est plongé au milieu d'un champ sociologique assez particulier qui est celui du plaidoyer environnemental, celui de la société civile organisée qui est concentré à Paris, qui est une sorte de microcosme, qui obéit à peu près au même code, quelle que soit l'ONG dans laquelle on se trouve. La plupart des campagnes, d'ailleurs, sont menées en commun avec d'autres ONG. Typiquement, Greenpeace et le WWF font beaucoup de choses ensemble, alors qu'on a l'habitude de les présenter comme des frères ennemis. Ils sont plutôt des frères jumeaux. Et donc ça permet une forme de ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante. C'est-à-dire qu'on est immergé dans un milieu particulier. Et quand on est chargé de campagne, on est au milieu vraiment au centre, au cœur de ce panorama. Et donc c'est assez simple par la suite une fois qu'on prend un peu de recul, d'en analyser les dynamiques principales. Donc moi j'ai fait ça à Greenpeace France. Et pourquoi ce livre ? Il s'origine à l'été 2022 et c'est peut-être le concours ou la convergence, disons, de deux événements d'ordre différent, un objectif, l'autre plus subjectif. C'est-à-dire qu'en 2022, Emmanuel Macron est réélu, alors que ça fait 5 ans qu'on est payé pour au jour le jour constater et documenter l'inanité de sa politique écologique, qui est déjà un abus de langage, puisque fondamentalement elle est inexistante, composée essentiellement de greenwashing. Et donc on arrive à l'élection présidentielle et la société civile organisée, donc Greenpeace, est parfaitement absentéiste, en fait, parfaitement passive vis-à-vis de ce moment fondamental de la vie démocratique. On peut discuter de la pertinence de la voie électorale pour changer le monde. C'est un débat qui a lieu notamment à gauche. Par contre, quand on est une organisation institutionnalisée, pacifique, qui prône la non-violence, qui est imperméable à la voie insurrectionnelle, la voie électorale paraît quand même quelque chose d'assez naturel pour essayer d'aller peser sur les rapports de force, surtout dans la situation dans laquelle on était après un premier mandat d'Emmanuel Macron. Et donc là, on est resté passif, ce qui m'a vraiment inspiré une forme de dégoût absolu. C'est-à-dire qu'on a été incapable, de thématiser l'utilité tactique du vote. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose à faire pour aller chercher les abstentionnistes, on l'a pas fait. On a été incapable, évidemment, de prendre parti, et notamment à un moment donné, il n'y avait pas besoin d'être mélenchoniste pour voir que c'était Mélenchon le vote utile.
à quelques mois ou quelques semaines du premier tour. Nous, on notait les programmes pour avoir des trucs à dire aux journalistes. Mélenchon, c'est le programme le mieux noté. Et pour autant, on a été incapable de le soutenir. Et moi, on me sortait tout type de discours pour évidemment en faire le moins possible et à aucun moment prendre parti clairement pour ce qui était un outil, un instrument à un moment donné, qui permettait de faire accéder l'écologie au second tour. Et ça s'est joué à 400 000 voix près. On l'a pas fait. Le lendemain de premier tour, la direction n'avait rien à nous dire, n'avait aucune perspective politique à nous donner, alors qu'une grande partie des équipes étaient complètement démoralisées. Ça leur passait au-dessus. Enfin, vraiment, ils en avaient strictement rien à cirer. Et donc là, je me suis dit que vraiment, c'était... J'ai pris conscience en fait qu'on était dans une grande agence de communication qui s'arrêtait toujours avant d'être utile. C'est-à-dire toujours en lisière du spectacle, toujours avant que les positions ne soient articulées à des débouchés politiques concrets, et donc elles ne prêtent à conséquence. Et de manière concomitante, moi je viens des Alpes, j'ai grandi dans les Alpes, dans la vallée de l'Arve, au cœur du massif du Mont Blanc. C'est une région qui a subi le réchauffement climatique de plein fouet. Depuis plusieurs années, on voit qu'il y a une espèce d'accident latent qui s'imprime sur le paysage, qui est un paysage monumental, qui est le lieu des neiges éternelles. Et ces dernières années, moi, j'avais évité, alors que je fais beaucoup de randonnées, surtout, j'aime bien tout seul, en fait. Ça me permet de réfléchir, de méditer. Bon. J'avais évité un site autrefois majestueux, qui était celui de la mer de glace. Et j'y suis retourné un peu pour faire le bilan, quoi, pour voir où on en était, parce que la mer de glace, c'est vraiment le thermomètre, enfin c'est le sablier en quelque sorte du réchauffement climatique. Et là, j'ai découvert un tas de gravats absolument déprimants qui m'a un peu bouleversé. Je veux dire, l'épaisseur le volume d'épaisseur qui a disparu, c'est sidérant en fait ces dernières années. Là, on voit très concrètement le réchauffement climatique qui avance, et dans cette épaisseur disparue, il y a l'épaisseur des renoncements politiques, sociaux et économiques. Et donc ça a été un peu une espèce de purgatoire pour moi, où je me suis dit, est-ce que vraiment là, chez Greenpeace, en salarié bien payé pour faire semblant de prendre en charge la question environnementale, où je subis en permanence une diminution de ma capacité d'agir pour surtout éviter toute turbulence et maintenir l'organisation, les circuits mondains du pouvoir, grosso modo. Est-ce que vraiment je suis encore à ma place? Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas temps de faire cesser cette mascarade? Bon, et du coup, je me suis aussi demandé d'où venaient les dynamiques de dépolitisation auxquelles je m'affrontais au sein de l'organisation, et qui me semble être aujourd'hui le problème majeur de l'écologie. Et donc, j'ai entrepris un peu ce travail de recherche qui a débouché sur ce livre, qui est un livre qui mélange une partie historiographique, et une partie sociologique, nourri aussi de mon bagage philosophique, parce que moi j'ai étudié la philosophie et la sociologie lors de mes études, pour essayer de condenser un peu de manière succincte et illustrer en fait toutes ces dynamiques qui menaient à l'impuissance organisée de l'écologie dominante, et donc aux impasses de cette écologie légitime qui est incarnée par les grandes ONG et le parti des Verts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors? Pourquoi l'écologie perd toujours? Parce que précisément depuis les années 1970, elle a été accaparée par les élites qui en ont fait une cause morcelable, négociable, rentable, qui l'ont codé, programmé pour perdre en quelque sorte. D'abord en expliquant que l'écologie, ce serait quelque chose qui serait supérieur au clivage politique, et donc étranger au rapport de force concret qui structure le champ politique. D'autre part, qu'elle était différente et distante du mouvement ouvrier, et donc de la lutte des classes, et donc de la manière dont se structure la société et la production. Et ce faisant, on a construit en fait une écologie qui était vaguement réformiste,
qui s'est greffé en fait à l'extension néolibérale du capitalisme, au lieu de se doter d'une perspective révolutionnaire qui permettrait d'engager les forces militantes dans la transformation sociale et politique générale, et donc dans une approche qui serait celle d'une guerre de position, qui est un terme gramscien, une métaphore gramscienne, c'est-à-dire où on va essayer d'ancrer l'écologie dans un camp avec l'idée de construire une contre-hégémonie à l'hégémonie capitaliste, et qui devienne à un moment donné elle-même hégémonique. On a préféré annexer, en fait, laisser la classe dominante annexer l'écologie pour ses propres intérêts, et donc la vider complètement de sa substance. Et donc moi, je parle dans le livre d'une écologie du spectacle. Alors est-ce que vous voulez que je fasse un détour historique sur les premières campagnes Ouais. On va directement. C'était exactement. J'ai découvert en plongeant sur dans les origines de Greenpeace des choses assez étonnantes, je dois dire. En fait, il y a la première campagne internationale de Greenpeace qui est vraiment présentée comme une légende, comme un mythe fondateur en interne à tous les salariés qui viennent travailler chez Greenpeace, et qui est en fait assez particulière. C'est-à-dire que on est au début des années 1970. Nixon vient de prendre le pouvoir aux États-Unis. On est en pleine guerre froide, pardon. La ligne de front passe au Vietnam, la ligne d'affrontement entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et ça déclenche un mouvement pacifiste, disons, international. C'est d'ailleurs le début des événements de mai 68, en fait, c'est la guerre du Vietnam en France. Et une grosse convergence de ces mouvements pacifistes au Canada, parce que le Canada, c'est un pays libéral au sens anglo-saxon du terme, qui est dirigé par Trudeau père à l'époque, qui est plutôt en bisbille avec le voisin, le grand frère américain par ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de manifestations, notamment étudiantes ou hippies, qui se déclenchent à cette époque contre le projet de Richard Nixon, qui est de relancer la course aux armements nucléaires, et donc de relancer un programme d'essais nucléaires, avec des essais qui doivent avoir lieu à Amchitka, au fin fond de l'Alaska, en mer de Bering, et qui génère tout un tas d'inquiétudes. Et de là naît en fait un comité d'activistes qui considère que les manifestations, ça sert pas à grand chose, qu'il faut des choses un peu plus spectaculaires, justement. Et donc là, leur grande idée, c'est d'embarquer sur un bateau à une douzaine. D'ailleurs, on est sur une douzaine de mâles blancs bourgeois, plutôt des professionnels du discours, des journalistes mainstream, des universitaires, des experts en communication, qui vont embarquer avec l'idée d'aller s'interposer physiquement sur la zone prévue pour les essais nucléaires. Et donc, ils partent, il y a tout un dispositif de communication qui se met en place. On est aussi à l'époque du développement des masses médias. On parle du village global, de la noosphère à cette époque-là. Et donc, ils vont relayer, ils vont narrer leurs péripéties quasiment quotidiennement auprès de différentes agences de presse. Donc, il y a vraiment une mise en scène de l'expédition. Et à un moment donné, ce que je découvre, c'est il y a une discussion qui s'initie en cours d'expédition à bord du bateau, qui va opposer deux camps au sein de l'équipage. Un camp qui considère qu'il faut aller jusqu'en mer de Bering, il faut continuer l'expédition, et un autre qui se dit, est-ce que vraiment il y a besoin d'aller se mettre en danger, y compris physiquement, et tout ça c'est documenté par les autobiographies des protagonistes de l'époque. Et est-ce que en fait on n'a pas déjà gagné? Pourquoi? Parce que les médias ont largement couvert notre expédition. Et donc, est-ce que c'est pas ça, au final, la vraie victoire de campagne? Et du coup, est-ce qu'on peut se dispenser d'aller véritablement au bout de nos objectifs de terrain, nos objectifs empiriques et politiques? Et finalement, c'est cette option qui l'emporte. Et donc, je découvre assez stupéfait que les membres de l'équipage de ce qui deviendra le Greenpeace
décident de propos délibérés de tourner le dos à leurs cibles, qui ne sont jamais allés sur la zone qui était visée, qui ne sont donc jamais interposés aux essais nucléaires, que toute la légende sur cette première campagne qui est censée avoir inspiré la désobéissance civile dont Greenpeace se prétend le champion et le chantre aujourd'hui est complètement mensongère et fumeuse en réalité. Et donc les gars, voilà, ils repartent, ils font des escales le long de la côte, ils sont acclamés en héros, ce qui déclenche d'ailleurs un certain dégoût vis-à-vis d'une des figures tutélaires qui est Robert Enter, qui comprend pas, alors que pour lui, ils sont en train de déserter leur mission, pourquoi il y a une telle acclamation auprès des foules lors de leurs escales. Et quand les essais nucléaires ont finalement lieu, leur bateau est revenu à bon port à Vancouver. Et eux, ils doivent être en train de boire des bières et de regarder ça devant la télévision. Et les médias de l'époque, d'ailleurs, parlent d'une grande réussite à propos de ces essais nucléaires. Donc en fait, cette campagne, c'est un échec sur toute la ligne. C'est un échec opérationnel, c'est un échec empirique, c'est un échec politique. Il n'y a pas eu de désarmement nucléaire suite à ces essais-là. C'est un échec y compris symbolique et médiatique, puisque les grands médias soutiennent plutôt l'opération du gouvernement. Et d'ailleurs, Robert Enter à l'époque se dit Greenpeace est mort, en fait, est mort-né, on a foiré, ça suffit. Sauf que là, ils s'aperçoivent qu'avec les capitaux médiatiques, qui sont des capitaux symboliques, viennent les capitaux économiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent leur donner de l'argent, donc ils récupèrent beaucoup d'argent. Et avec cet argent, ils opérationnalisent ce qui va donner par la suite le fameux modèle ONG. Et ils vont construire une fondation et se dire que non, finalement on est en capacité de construire une petite bureaucratie finalement assez lucrative, et donc on va continuer. Je passe sur les deux autres campagnes où c'est dynamique, je sais pas si on a le temps, mais peut-être pas. Mais on peut... Peut-être pas, mais donc vraiment c'est cette pente-là qui va être suivie dans les autres campagnes. La deuxième, ça va être une campagne sur les baleines, parce que les baleines, c'est un animal iconique qui peut susciter l'empathie humaine. Alors là, vraiment, leur but, c'est même pas d'aller s'interposer, c'est d'aller chercher une photo. C'est vraiment ça, le but de l'expédition, qu'il leur faut une photo d'un activiste entre un baleinier et une baleine. Ce qui est d'ailleurs assez particulier, parce que ce qui est assez ironique, c'est que quand ils arrivent, finalement, ils trouvent des baleiniers, évidemment soviétiques. Ils trouvent des baleiniers, sauf que quand les baleiniers voient Greenpeace, voient leur bateau arriver avec leurs caméras, leurs Zodiac, ils sont entraînés à filmer sur l'eau et tout, ils s'arrêtent de pêcher. Donc finalement, les baleines sont à un moment de répit. Mais du coup, ça met en péril la mission, parce que si les baleiniers s'arrêtent de pêcher, la mission est foirée, parce qu'eux, ils veulent une photo percutante, racoleuse. Donc eux, ils veulent que les mecs tirent sur les baleines, ils veulent un bas de sang, parce que sinon la cause manquera d'illustrations concrètes. Donc c'est ce qui se passe. Et finalement, la pêche reprend. Ils ont leur photo avec un activiste, je crois que c'est Robert Hunter d'ailleurs, qui le harpon lui passe au-dessus de la tête, là, elle est sur son Zodiac. Et la pauvre baleine finit crevée dans un bas de sang, évidemment. Mais la mission est réussie, parce que quand ils arrivent à terre, ils ont leur petite photo qui fait le tour du monde et qui leur assure une renommée internationale. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment le schéma de l'écologie du spectacle, et que moi j'ai revécu quand j'étais à Greenpeace, qui se met en place avec deux conséquences. La première, c'est quand même une forme de déréalisation, de falsification de la réalité. C'est-à-dire qu'on met en scène une forme de réalité qui correspond très peu avec ce qui se passe sur le terrain de manière empirique. Et la deuxième, on met en scène, en fait. On construit de la mise en scène. Et la deuxième, c'est qu'on va déréaliser l'engagement. On va nourrir une forme d'engagement par procuration. On invite les masses à donner de l'argent. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est une dichotomie, une séparation entre des protagonistes, une poignée de protagonistes qui sont des activistes au sens des acteurs, quasiment, au sens cinématographique du terme, et des masses passives qui sont des spectatrices, qui sont spectatrices des exploits, des vaillants activistes qui partent en bateau faire des images, se mettre en scène, etc.
Donc on éloigne en fait complètement la prise en charge de la problématique environnementale de l'agentivité des masses ou des publics engagés. Et donc l'écologie du spectacle, c'est ça, c'est une écologie qui est essentiellement symbolique, qui est une écologie de surface, de mise en scène, qui considère très naïvement que grosso modo, il suffit de rendre l'écologie visible pour qu'elle engendre pour qu'elle devienne effective, pour qu'elle engendre des conséquences politiques et économiques et culturelles concrètes, qui se matérialisent concrètement, ce qui est une position idéaliste, parce qu'entre ce qu'on fait pleuvoir sur la société et la manière dont la société s'organise, il y a toute l'épaisseur des rapports de force, des contraintes matérielles, sociales et politiques. Et c'est une écologie qui est encore très en vogue aujourd'hui, et qui a plusieurs occurrences et plusieurs déclinaisons. Est-ce que vous voulez on peut ouais. C'est le banderolisme professionnel que moi j'ai vécu à Greenpeace. D'aller mettre la plus grosse banderole possible à l'endroit le plus impossible possible, justement. C'est vraiment ce concours permanent de banderolisme. C'est très drôle. Et qui est calibré pour la société du spectacle, c'est-à-dire pour les photographes, pour les journalistes, et évidemment pour les adhérents, parce que ça permet de communiquer par emailing et de montrer qu'on fait des choses quand même sur le terrain. En fait, les actions de désobéissance civile de Greenpeace, on vise l'image beaucoup plus que le blocage. C'est-à-dire que c'est quasiment négocié avec les forces de l'ordre, qui savent que c'est un truc éphémère. D'ailleurs, ça s'appelle des photo opportunities, des photo op dans le jargon de Greenpeace, c'est-à-dire des opportunités de faire des photos. C'est comme ça qu'on appelle les actions de désobéissance civile, où on a un service de communication qui est omniprésent, qui nous fait des simulations au moment où on détermine la chorégraphie de l'action, pour savoir si on met la banderole là, ça va donner tel effet, et tel photographe s'il est là, ça va faire tel rendu, pour les journalistes c'est cool, pas cool, machin. Avec des activistes qui sont évidemment suréquipés, les militants lambda ne sont pas là, tout ça est très cadré, très encadré, ça dure quelques heures au maximum, c'est le temps de prendre la photo et après on dégage et terminé. En fait, c'est ça là. Donc ça, c'est une forme assez évidente d'écologie du spectacle, ce que j'appelle le happening, le happening récréatif, disons. Une autre forme, c'est les labels, les certifications, tout ce qui a été négocié entre élite environnementale et élite économique, qui permettent de blanchir le discours de la marchandise, qui sont essentiellement frauduleuses. Moi, j'ai passé ma vie à Greenpeace, par exemple, à constater que tous les engagements volontaires contractés par les entreprises, typiquement sur la déforestation, couverts par ailleurs par tout un jeu de certifications lucratives, etc., étaient totalement bidons, que c'était évidemment pas respecté sur le terrain. Mais du coup, ça, c'est tous les labels donnés par Greenpeace? Co-construit en fait par Greenpeace, par le WWF, il y en a sur l'huile de palme. Par exemple, le label bio, vous l'incluez là-dedans ou? Le label bio, il est construit par l'État, il est plus ou moins respecté, il y a un cahier des charges qui est à mon sens encore trop faible fondamentalement. Mais ça, c'est un label qui a une structure publique, alors que les ONG ont passé leur temps à construire des labels qui étaient en fait des label négocié entre entités privées, des ONG et des multinationales. Et donc avec tout un jeu derrière de consultants, de lobbies, tout un marché qui est celui de l'audit, du développement durable, etc. Une autre forme, c'est celle du folklore événementiel, où les ONG vont participer, vont vraiment jouer le jeu de partenaires événementiels du pouvoir à maintes reprises. Ça a été notamment de manière spectaculaire le cas sous Nicolas Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement en 2007, qui était inspiré par des écologistes au chef de l'État. Et à l'époque, on avait Yannick Jadot, qui était directeur des programmes de Greenpeace. On avait Nicolas Hulot, évidemment, avec sa fondation. On avait Arnaud Gossman, qui était président de la FNE à l'époque, France Nature Environnement. D'ailleurs, le directeur actuel de Greenpeace, là, va quitter ses fonctions pour aller diriger France Nature Environnement. C'est vraiment un monde quasiment consanguin. Il était là et il nous expliquait que le Grenelle avait tout changé, etc. Donc eux, ils étaient prêts à donner la caution environnementale
à un gars comme Nicolas Sarkozy, qui était quand même la droite dure, qu'on avait évidemment rien à cirer de la question environnementale et qui avait une politique macroéconomique qui était parfaitement contradictoire avec toute forme de régulation, quelle qu'elle soit. Mais eux, ils étaient là, ils grenouillaient dans les espaces institutionnels, événementiels, pour s'accaparer un peu de lumière, pour être dans les circuits médiatiques, et donc ils participaient complètement aux opérations d'enfumage et au festival des fausses promesses. Et évidemment, ce Grenelle n'a donné lieu à rien de structurant sur la question environnementale. Mais on a eu beaucoup de ça sous Macron. Il y a eu les One Planet Summit, les conseils de défense écologique, les grands débats, la convention citoyenne pour le climat, tout ce genre de blabla qui n'a débouché sur rien. À chaque fois, les écologistes sont là. Ils rappliquent, on leur agite le nonos, ils viennent là, en remuant la queue et en baissant les oreilles, ils sont contents, quoi. Donc à chaque fois, ils trompent, ils brouillent le débat démocratique. Ce qui leur intéresse, c'est qu'on parle d'écologie. Voilà, donc, que l'écologie circule comme ça dans la société du spectacle et ils sont contents avec leur tronche à côté, si possible. Donc il y a ça, il y a le fait d'aller gouverner au sein d'exécutifs qui sont hostiles à la question environnementale. Alors ça, c'est pareil, les écologistes sont spécialistes de ça. Donc c'était le cas. En fait, le Parti des Verts, c'est vraiment un incubateur de carrière pour des gens qui n'ont pas le temps pour la lutte des classes, qui vont prendre des raccourcis, c'est-à-dire monnayer la caution environnementale auprès de la classe politique dominante. Donc c'était le cas sous François Hollande. François Hollande, c'était un gouvernement néolibéral qui n'avait rien d'écologiste, mais qui a recruté différents écolos. Il y avait cette brave Cécile Duflot qui était là-bas. Il y avait Pascal Canfin, toutes des huiles du parti qui était ELV à l'époque. Pascal Canfin, qui après est devenu patron du VVF, qui après est devenu homme lige, chef de file d'Emmanuel Macron au niveau européen. Bon voilà, qui gouvernait avec Hollande. Il y avait Jean-Vincent Placé, qui avait un secrétariat d'État, cette merveille de notre sérail politique. Il y avait Emma Cosse, qui était là au gouvernement au moment notamment de la réforme Touraine des retraites et la casse des lois El Khomri qui ont commencé à défoncer le code du travail. Donc, elles ont assumé, en tant que écologistes, des politiques qui étaient lourdement de droite. Et François Hollande, je rappelle quand même que pendant la COP 21, il enfermait les militants écologistes. Il utilisait les lois d'urgence pour les assigner à résidence. Et récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ces hauts faits du gouvernement de François Hollande, auxquels ont donc participé des écologistes. Et ce qui est marrant, c'est que Cécile Duflot a quand même déclaré récemment que ça a été une erreur de sortir du gouvernement, parce qu'à un moment donné, ils ont fait partie des frondeurs, donc ils sont détachés du gouvernement, parce que Hollande allait trop loin. Je pense que ça devait être sur la déchéance de nationalité, sur des trucs qui étaient vraiment trop clairement d'extrême droite, quoi, qui était plus et elle regrettait, elle a dit qu'elle regrettait récemment que c'était une erreur politique et que voilà, il fallait retourner aux responsabilités avec le centre, avec l'extrême centre, et tout ça. C'est quand même pour dire la colonne vertébrale de ces gens. Donc il y a ça, et sous Emmanuel Macron, on a eu notre Nicolas Hulot, le premier écologiste de France, qui est devenu qui est devenu ministre de l'écologie et qui était un ministre d'État, qui était le numéro 2 du gouvernement à l'époque, qui servait d'énorme caution à Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs poussé à la démission de Nicolas Hulot, qui a expliqué qu'il voulait plus se mentir, et donc plus nous mentir. Voilà, pendant un an, elle a simplement été instrumentalisée par un pouvoir qui était largement hostile. Moi, j'étais assez marrant parce que par exemple, moi, j'étais sur une campagne qui concernait la bioraffinerie de Total à la Med, dans le sud, et qui importait de l'huile de palme d'Asie du Sud-Est pour faire du biocarburant. Et donc, qui participait à la déforestation d'une forêt primaire, qui est une infrastructure biologique majeure en termes de régulation du climat. Bon, qui est-ce qui a signé l'arrêté qui permettait l'ouverture et la mise en production de cette bioraffinerie? C'était Nicolas Hulot. Donc Macron a utilisé les écologistes pour faire des politiques qui étaient anti-environnementales. Donc il y avait Nicolas Hulot. Après,
Quand il voulait plus se mentir à lui-même, il y a le brave François de Rugy, un ancien des Verts aussi, qui était là, disponible pour le remplacer. Et quand François de Rugy s'est fait pincer sur les histoires de Omar, là, qui était là pour le remplacer, il y avait notre brave Barbara Pompili. Alors là, c'est pareil, Barbara Pompili. La première chose qu'on lui a demandé quand elle arrivait, c'était de détruire la propre loi biodiversité qu'elle avait fait passer, parce qu'elle gouvernait aussi avec Hollande, en 2016, qui interdisait les néonicotinoïdes, donc les pesticides tueurs d'abeilles. Et donc la première chose qu'elle a fait, c'est d'introduire diverses dérogations contre sa propre loi. C'est-à-dire que Macron réussit à prendre les écologistes et à leur faire défaire les maigres trucs qu'ils avaient pu faire par le passé. Et les écologistes sont contents. Ils sont disponibles pour faire ça. Hein. Voilà. Barbara Pompili était disponible pour faire ça. Et la suite du mandat qu'on lui a donné, c'était de détricoter complètement les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, ce qu'elle a fait avec vigueur. On lui avait dit que, on l'avait interrogé sur le fait que, elle détricotait les trucs et tout. Elle disait, moi, je vais tricoter un beau pull vert pour Noël. Enfin, c'était quand même ce niveau-là. Et puis après, il y en a eu d'autres. Yann Verling, qui était ambassadeur à l'environnement. Il y a eu, là, récemment, on a quand même Monique Barbu, qui s'est dit, c'est vraiment le moment d'aller faire de l'écologie avec ce pouvoir, avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir complètement pourrissant, complètement illégitime. Était recruté par Le Cornu, donc Le Cornu 2, après le gouvernement de 24 heures de Sébastien Lecornu, il y a un autre gouvernement de Sébastien Lecornu, elle a été là pour se dire, c'est vraiment là une belle fenêtre d'opportunité pour faire progresser les politiques environnementales françaises. Monique Barbu, c'est une ancienne présidente du WWF. Voilà, elle était présidente du WWF il y a quelques années. Donc voilà, c'est ça. Une autre. Et après, on peut passer à autre chose, mais une autre occurrence de cette écologie du spectacle, c'est le comportement en fait vis-à-vis des chiens de garde médiatiques. C'est par exemple le fait que moi, par exemple, à Greenpeace, il était interdit de s'en prendre aux journalistes. C'est-à-dire en fait d'avoir un débat contradictoire avec les journalistes, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, dans les journalistes, ça veut aussi dire Emmanuel Ducrot, Géraldine Bosner, enfin que des gens obscurantistes payés par les lobbies qui grenouillent dans les sphères d'extrême droite en termes éditorial. Et on n'avait pas le droit de les contredire parce que journaliste égale vache sacrée, vraiment. Voilà. Et on voit aussi dans la pratique médiatique de quelqu'un comme Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, on voit que elle, quand elle va dans les médias, et en particulier dans les médias mainstream. En fait, déjà, elle est plus à l'aise dans les médias mainstream que dans les médias comme l'Humanité, où elle a fait un plateau en 2024, où c'était très, très tendu avec les journalistes, alors qu'on aurait pu penser que c'était quand même son spectre politique, où elle a été catastrophique, à mon sens, sur le fond. Mais quand elle est sur BFM ou des trucs comme ça, là, elle entretient une forme de connivence enthousiaste avec les journalistes, où elle va raconter des petites anecdotes personnelles, faire des petites blagounettes, les brosser un peu dans le sens du poil. Et elle joue ce jeu de légitimer en fait un certain nombre de protagonistes qui aujourd'hui sont complètement n'ont strictement plus aucune neutralité journalistique, qui sont en phase d'extrême droitisation profonde sur le plan culturel et qui évidemment ne sont pas des alliés pour la cause écologique. Mais au lieu de les confronter comme ce qui advient à peu près à chaque fois qu'un porte-parole de la France insoumise est invité dans ces médias, où il y a une conflictualité, c'est-à-dire qu'il y a une problématisation de la fonction journalistique qui se développe. Avec Marine Tondelier, jamais, en fait. Et donc, il y a cette complaisance complète avec les gardiens de la société du spectacle, en quelque sorte, qui relève aussi de ce que j'appelle l'écologie du spectacle. Après, je peux continuer un petit peu sur pourquoi c'est... Vous voulez? Ouais. En fait, derrière l'écologie du spectacle, il y a le paradigme omniprésent et décérébrant de la sensibilisation. Quand on fait de l'écologie, il faut sensibiliser. Le problème de la sensibilisation, c'est qu'elle est, et ça peut paraître contre-intuitif, mais elle est antithétique avec l'impératif de politisation. Pourquoi ? Parce que quand on cherche à sensibiliser,
mécaniquement, on va chercher la consensualité maximale, puisqu'il s'agit d'élargir en fait la surface, la visibilité de la thématique écologique. Et donc, si on cherche la consensualité, par effet de vase communicant, on va expurger petit à petit toute forme de controverse ou d'affrontement ou de conflictualité sur la question écologique. Et quand on rentre dans ce schéma-là, en fait, qui est une pente assez glissante, on en arrive très rapidement et mécaniquement à nier les antagonismes de classe qui structurent l'ordre social. Quand on commence à nier les antagonismes de classe, mécaniquement également, on en vient à invisibiliser en fait le mode de fonctionnement de l'appareil de production capitaliste. Et donc on en vient par construction et par dérivation finalement à nier en fait notre rapport social à la biosphère, très concrètement, et donc à nier les origines, les racines profondes du ravage écologique en cours. Et ce qui en résulte, c'est une écologie qui au final n'a plus de contenu, n'a plus d'adversaire, et ramener à une forme de slogan insignifiant. C'est très visible dans ce que dit Marine Tondelier. J'ai rien contre elle, mais c'est la secrétaire nationale des écologistes, et depuis qu'elle occupe ce poste-là, force est de constater qu'il n'y a plus aucune autre voix écolo qui existe dans le débat public. Qu'à un moment donné, il faudra quand même interroger ça, parce qu'on dit beaucoup la France insoumise, c'est un milieu tyrannique et tout. La France insoumise, il y a quand même une polyphonie d'expression politique. Chez les Verts, il n'y a plus que Marine Tondelier, je sais. Il y a Sandrine Rousseau qui coexiste péniblement et sur une ligne très différente d'ailleurs de Marine Tondelier, qui sont d'ailleurs plutôt dans l'opposition que dans la collaboration entre elles, je veux dire. Mais bon, bref, Marine Tondelier, j'y reviens. Elle est secrétaire nationale des écologistes, donc c'est elle qui est dépositaire en fait de ce courant-là et de cette parole-là. Quand on l'interroge, quand on lui demande de préciser quelle écologie elle défend, ou c'est quoi l'écologie, elle dit l'écologie, c'est l'écologie. Moi, je défends l'écologie, c'est l'écologie. Et ceux qui veulent mettre un épithète ou un adjectif, en fait, c'est pour nous affaiblir, c'est pour nous diviser, c'est pas pour préciser, c'est pour nous affaiblir. Et donc là, elle fait de l'écologie quelque chose de insignifiant vide, en fait, une tautologie circulaire, et elle transforme ce faisant la parole politique en langue morte. Et donc quand on lui demande est-ce qu'il faut sortir du capitalisme, on dit si vous voulez, il faudra me dire ce que vous mettez à la place. C'est-à-dire qu'elle n'y a pas pensé. Elle s'est pas dit quand même la question écologique. Ça touche la manière dont on reproduit nos conditions matérielles d'existence. Donc, il faudrait peut-être se demander un peu quel système économique apparaît viable ou pas sur le plan écologiste. Est-ce que l'hégémonie actuelle du capitalisme, elle produit ou pas du ravage écologiste? Est-ce qu'on peut le réformer de l'intérieur? Est-ce est-ce qu'au contraire, il n'est pas transformable dans ces termes? C'est un angle mort, c'est une espèce de tabou intellectuel. D'ailleurs, elle dit plusieurs fois par la suite. Oui, ok, l'anticapitalisme, mais c'est une entrée parmi 1000 autres dans l'écologie. Moi, je conteste ça. Après, tu peux argumenter sur le fait que oui, une écologie capitaliste est possible, mais voilà, démontre. Ou alors, tu dis que c'est pas possible dans le cadre du capitalisme, et démontre aussi. Mais à un moment donné, prends parti, argumente et donne un contenu à ce que tu fais. Parce que si ça, c'est pas déterminé derrière, les stratégies politiques, la pratique stratégique nécessairement devient complètement erratique. Et c'est ce qu'on voit avec le comportement. Là, les alliances à géométrie variable, circonstancielle, complètement illisibles des écologistes aujourd'hui. Mais c'est un truc qui me hérisse le poil, la société du spectacle dans son ensemble, c'est-à-dire la perte de sens des discours. Parce que ça me donne l'impression d'être vraiment pris pour un âne, quoi. Parce que quand on fait l'effort de s'y intéresser, d'écouter ce que disent les uns, les autres, leurs arguments, qu'en fait on se rend compte que ils le disent pour le dire à ce moment précis, à cet endroit précis, mais qu'ils en pensent pas forcément le moindre mot, on se sent pris pour un âne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir un média, c'est pour donner la parole aux gens qui pensent ce qu'ils disent.
Invitez Marine Tondelier. Si elle dit ce qu'elle pense et si elle pense quelque chose. J'espère un jour pouvoir lui demander. Et sur une des hypocrisies qui m'énerve particulièrement, c'est sur le néolibéralisme, c'est-à-dire que les écolos sont pro-européens à mort et prétendent être anti-libre-échange, ce qui est totalement antinomique. Et donc, moi, ce serait l'hypocrisie. C'est là où, d'ailleurs, vous le dites à un moment dans votre ouvrage, vous parlez du référendum de 2005. Ouais. Et pour moi, ce référendum, alors je suis pas du tout un spécialiste de quoi que ce soit, mais il y avait un côté vrai dans le sens où ce que j'ai entendu, c'est que les gens allaient dans les débats, et puis on leur a posé une question hyper concrète, politique hyper concrète, et ils ont dit non. Et à partir du moment où les dirigeants, l'élite politique s'est assis sur ce référendum, c'est comme si on était rentré dans le spectacle total. Il y avait plus de vrai du tout, quoi. Ouais, 2005, c'était une épreuve de vérité politique et démocratique. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes d'accord, en fait, pour constitutionnaliser le néolibéralisme à l'échelle européenne, c'est-à-dire pour que la norme suprême soit remplie par un contenu économique et politique particulier qui est en définitive le capitalisme. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que le capital régente grosso modo l'ordre social et verrouille la forme et le fonctionnement de nos sociétés? Et c'était un moment très politique puisque tout le monde s'est emparé du projet de constitution, tout le monde le discutait. Moi, je me rappelle en cours, on a passé plusieurs semaines à discuter le truc dans les moindres détails, à en débattre. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment de conscientisation très large de la population française qui et aussi de conflictualisation au sein de la vie politique. C'est-à-dire que, justement avec Mélenchon, moi je l'ai connu à partir de ce moment-là, enfin j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait à partir de ce moment-là, parce que c'était un des fervents défenseurs du non au sein de l'appareil socialiste, contre la majorité de l'appareil socialiste. Et donc il y avait, c'est ce moment où on a vu que même au sein de la gauche, en fait, il y a une condensation de la lutte des classes, avec une gauche qui était anti-libérale et une gauche qui était en fait complètement libérale. C'est-à-dire que quand même, c'est le moment où on a vu Sarkozy et Hollande à la une de Paris Match, encravatés, pour défendre le oui de concert. C'est quand même magique. Et c'est le moment où, et là, sur le référendum en 2005, tous les partis verts européens ont fait campagne pour le oui. Alors que c'était une constitutionnalisation effectivement du libre-échange, la liberté des 4 libertés de circulation, et notamment des capitaux, des marchandises, des services. Et donc là, on a eu un moment où, on s'est aperçu en fait que l'alternance politique était un mirage, puisqu'on avait les partis de gouvernement qui prenaient les mêmes options constitutionnelles et économiques. On s'est aperçu que la classe dominante ne voulait plus vraiment métaboliser le débat démocratique, puisque le nom qu'il a emporté n'a pas été respecté, puisqu'en congrès à Versailles, Sarkozy a fait passer la chose à l'identique. Et donc on s'est aperçu que aujourd'hui, à la tête de l'État, il y avait un projet de classe qui était un projet de classe particulier, et que les forces soi-disant de gauche n'avaient plus l'intention en réalité de s'y opposer correctement, quoi. Donc c'était un moment assez décisif. D'ailleurs, on est en 2025, ça fait 20 ans qu'on a perdu. De cette grande, ce qui a été une victoire dans un premier temps et qui finalement a été confisqué par les élites politiques. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un moment de vérité, et c'est le moment où je pense qu'en fait, là, une crise démocratique majeure dont on constate encore les conséquences aujourd'hui, c'est concrétisé. Je veux dire, le fait que toute une population bien informée exprime une volonté politique
et que finalement l'appareil institutionnel écarte tout ça d'un revers de la main, bon, ça crée une désaffection démocratique derrière qui est évidemment majeure. Faut pas s'étonner derrière de la vague fatigue démocratique ou la crise de la représentation quand on a des dirigeants qui décident de s'asseoir aussi ostensiblement sur la volonté populaire. Mais donc oui, il y a ça met le doigt aussi sur des contradictions internes majeures en fait du courant du parti écologiste qui défend, qui s'oppose vaguement au libre-échange, mais qui par ailleurs défend des constructions politiques qui sont fondées en fait sur la protection du libre-échange et de l'économie de marché. Et vous qui les avez côtoyés, une bonne partie de ces gens-là, enfin, est-ce que ils sont cyniques et hypocrites, c'est-à-dire qu'en réalité ils utilisent l'écologie pour exister médiatiquement, mais en fait ils se foutent des conséquences et ils défendent le statu quo néolibéral, ou est-ce que ils sont un peu idiots utiles, quoi, ils croient un peu. C'est une combinaison, les deux, mon capitaine. Hein. C'est vraiment une combinaison des deux. C'est un milieu où il y a à la fois des ambitieux opportunistes et à la fois des naïfs lourdement sous-politisés en réalité, qui sont les idiots utiles de la classe dominante. Mais en fait, c'est le propre de la gauche bourgeoise, c'est d'utiliser les causes pour faire carrière. Voilà, et donc leur intérêt spécifique, c'est pas tellement d'offrir des débouchés politiques concrets à ces causes, ou de s'engager dans une construction hégémonique autour de causes particulières. Leur pratique, leur praxis, c'est d'incarner à un moment donné abusivement des causes et de les monnayer vis-à-vis de l'ordre établi, de la classe dominante, pour obtenir des ministères, pour obtenir des directions d'ONG. Quand on dirige une ONG, on fait plus partie du même monde. Hein. On a des capitaux relationnels, juridiques, symboliques, matériels, économiques qui sont très très supérieur à la moyenne des gens lambda. Quand on dirige une grande ONG, aujourd'hui on appartient à la classe dirigeante de ce pays, donc on a des intérêts qui sont davantage situés au sein de la classe dominante que au sein des classes populaires. Quand on est dirigeant d'ONG, on n'a aucun intérêt, par exemple, à voter Mélenchon. Enfin, c'est plus intéressant d'avoir Macron et les politiques fiscales de Macron que celles de Mélenchon. C'est pour ça que Greenpeace a pas pris parti. Donc on va voter Jadot, parce que derrière voter Jadot, ça veut dire Macron, ça veut dire voter Macron derrière. Ouais. Voilà. Et du coup, pour vous, bon, je pense que c'est assez clair pour nos éditeurs. Du coup, j'ai posé la question. Il faut mettre fin faut sortir du capitalisme comme pour espérer éviter un cataclysme écologique. Alors c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais pour autant, c'est la condition nécessaire. C'est la priorité numéro 1 si on veut faire de l'écologie. Hein. Si on veut faire autre chose, on fait autre chose. Mais là, si on veut faire de l'écologie, c'est nécessaire. Parce que la contradiction écologique du capitalisme, elle est intrinsèque, en quelque sorte. Si on décompose brièvement, le principe du capitalisme, il y a la propriété privée lucrative des moyens de production. Donc, ce qui met en branle le process productif, c'est la perspective de plus-value. Et donc la plus-value, elle s'actualise par l'intermédiaire de la marchandise, de la confection et de l'échange de marchandises. Et la plus-value, c'est le différentiel entre le temps de travail effectif et le temps de travail rémunéré. C'est-à-dire que le capitalisme, il vole en quelque sorte une partie du temps de travail et il vole en quelque sorte aussi, sur le plan de la biosphère, les potentialités de ce qu'on appelle les ressources naturelles. C'est ça qui va monétiser, il va faire la plus-value avec ça et tout. Donc l'intérêt du capitalisme qui est pas seulement un intérêt subjectif, hein, qui est aussi un intérêt objectif. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'accumuler de la valeur si simplement il veut survivre dans une économie de marché qui est concurrentielle. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dynamiques qui sont en fait impersonnelles, intrinsèques au capitalisme, et donc qui vont pousser les producteurs dans ce schéma-là à mettre de plus en plus de marchandises en circulation, d'accélérer la rotation en permanence, d'augmenter la productivité, donc de pressuriser au maximum et le travail
et la biosphère. Pourquoi ? Parce que dans la marchandise, je le rappelle, il y a plusieurs facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de production interne à la marchandise. Dans la marchandise, il y a du travail, il y a des savoirs et des techniques, et il y a des matières premières. Et les matières premières, elles tombent pas du ciel. Les matières premières, c'est des fragments de la biosphère qu'on va aliéner, épuiser dans le process de production. Et donc, il y a une dégradation qui est directe par l'extraction et la consommation des matières premières, et une dégradation indirecte qui relève des externalités de la consommation de ces matières premières. Et donc, dans un système capitaliste, on a une pression constante sur l'extraction et la dégradation des matières premières, et c'est ça qui crée notamment le réchauffement climatique à partir des combustibles fossiles. Donc, c'est un système qui est voué à une fuite en avant perpétuelle, c'est-à-dire à l'accumulation de valeur permanente sur un sous-jacent qui est les marchandises et qui contiennent des matières premières. Et donc qui est intrinsèquement en fait une espèce de mâchoire qui s'abat sur la planète tous les jours. Et il y a des concepts, mais par exemple, il y a des concepts marxistes qui sont intéressants pour comprendre la crise environnementale. Un premier, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous ouvrez un marché par une innovation, disons, vous avez une position monopolistique, vous gagnez, vous engrangez de l'oseille, sauf que il y a des investisseurs et des concurrents qui disent c'est pas mal, il y a un filon, donc nous on va venir sur ce marché, mais on va proposer moins cher, on va améliorer le process de production, la productivité, etc. Donc le taux de profit, il baisse. Et donc pour contrer ce taux de profit, vous êtes amené à diversifier et donc en fait à créer en permanence de nouveaux besoins artificiels, donc à décorréler les besoins de la société de la valeur d'usage pour privilégier la valeur d'échange. Donc on va produire en permanence des trucs qui sont complètement inutiles en permanence. Où vous avez la notion d'obsolescence programmée, qui permet aussi d'accélérer en permanence les marchandises, et donc la pression sur la biosphère. Et donc quand Marx il dit le capital épuise deux choses, le travailleur et la terre, en fait il a fondamentalement raison. Les outils conceptuels du marxisme sont de première utilité quand il s'agit de penser correctement la crise. Ce qu'on appelle la crise, en fait, le ravage écologique, parce que c'est quelque chose de continu, c'est pas quelque chose de vraiment crisique. Et par ailleurs, il y a d'autres contradictions, et donc ça, c'est la contradiction, j'ai envie de dire, matérielle, économique, intrinsèque au capitalisme. Il y a d'autres contradictions qui sont secondaires. La première, on peut parler de contradiction sociale, c'est-à-dire le fait que on ait une société qui soit divisée entre une classe qui détient les moyens de production et l'autre qui survit par le truchement de sa force de travail. Ça crée des antagonismes, des inégalités aujourd'hui qui sont majeures, qui sont exponentielles, et qui disloquent en fait la capacité ou la consensualité potentielle de la communauté politique, et donc qui rendent la transition ou la bifurcation extrêmement difficile à mener, parce on serait dans une société communiste où tout le monde vit à peu près pareil, à peu près les mêmes intérêts, à peu près les mêmes accès aux ressources matérielles ou aux ressources politiques, à la décision démocratique. Ce serait assez aisé, en quelque sorte, de se dire, on répartit un effort commun pour réduire notre empreinte matérielle générale. Parce que le but de l'écologie, c'est ça. Si on veut régler les problèmes, c'est réduire notre empreinte matérielle générale. Il faut moins produire, moins consommer, de manière globale. Après, de manière différenciée, mais en tout cas, sur le plan général, il faut un volume de consommation et de production qui décroissent extrêmement rapidement aujourd'hui. Si on a les mêmes intérêts, c'est pas très compliqué de se mettre d'accord, de se dire, il y a un péril climatique qui est majeur. On partage l'effort de manière équitable entre nous. Dans une société qui est marquée par des antagonismes et des différentiels et des dissymétries de pouvoir extrêmement marqués, comme c'est le cas dans la société capitaliste, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus compliqué de définir une acceptabilité sociale de la transition, parce que le partage de l'effort ne va évidemment pas de soi. Et par ailleurs, dans cet antagonisme de classe, on a une classe qui est dominante. C'est pas des antagonismes de classe entre des classes qui seraient égales l'une à l'autre. C'est un antagonisme qui est hiérarchisé. Et on a une classe dominante qui est en capacité de diriger, disons, les aspirations symboliques et donc matérielles des classes populaires. Et donc, qui va créer du mimétisme de classe, où on va acculturer les classes populaires à désirer ce dont elles n'ont pas spécialement besoin,
et où on va faire dépendre leur intégration sociale de tout un tas de consommations qui sont superflues et nocives pour la planète. Donc ça, c'est une autre dynamique. Et après, il y a une autre dynamique, il y a une autre contradiction qui est de nature politique, c'est que le capital, en fait, c'est pas juste de l'argent accumulé. C'est de l'argent accumulé à un tel niveau qui donne un pouvoir politique et social sur la société. Et donc, qui confère à une minorité sociale une emprise politique qui est majeure et qui lui permet de stabiliser ses propres intérêts, lesquels sont complètement contradictoires avec l'exigence écologique. Je rappelle par exemple que les 1% les plus riches dans ce pays, juste à raison du mode de vie, donc sans prendre en compte l'empreinte carbone de leurs actifs ou de leur patrimoine, juste à raison de leur consommation, polluent 13 fois plus que 50% la plus modeste dans le pays. Et donc le capital permet en fait à une classe minoritaire, numériquement, de s'accaparer notamment les moyens de l'État, soit en pesant sur les élections, soit en envahissant les sphères parlementaires décisionnelles par des lobbies, les lobbies du secteur privé. Voilà, le capital permet d'acheter aussi de la décision politique et donc d'entraver complètement la définition de l'intérêt général au sein duquel se loge évidemment l'impératif écologique aujourd'hui. Donc la première chose à faire si on veut faire de l'écologie, c'est de renverser l'ordre capitaliste. Mondialement. Ça passe par la lutte des classes. Mondialement, du coup. Dans l'idéal mondialement. Après, il faut bien commencer quelque part. Parce que il y a des contradictions au capitalisme que vous soulevez très exactement. À l'écologie dans un cadre capitalisme. Maintenant, elles sont pas toutes levées dans l'hypothèse communiste. Le communisme peut être productiviste. J'imagine que c'est ça la deuxième condition. Quand vous avez dit il faut sortir du capitalisme, c'est une première condition non suffisante. La deuxième, j'imagine, c'est sortir du productivisme. Bah oui, en tout cas, il faut aller vers une économie collectiviste, donc qui est strictement contrainte par En fait, il faut réencastrer le système économique dans les limites planétaires, dans les contraintes physiques de la biosphère, et il faut métaboliser politiquement ces contraintes. Et donc définir un cadre à l'intérieur duquel on va organiser la production et aller vers une production qui soit planifiée et collectivisée, qui implique notamment la socialisation de l'investissement. Et donc retirer la direction économique de la production des mains du capital et libérer l'appareil productif de la loi du profit. Ça, c'est la chose la plus nécessaire. Il y a un autre concept marxiste qu'on peut utiliser qui est celui d'anarchie dans la production. C'est-à-dire qu'en fait, au sein du système capitaliste, pour résumer, comme c'est la valeur privée qui conduit, en fait, qui gouverne les choix d'investissement, on aboutit à produire tout et n'importe quoi, fondamentalement, tant qu'on accumule derrière de la valeur. Sauf que ça, c'est plus, cette loi de la jungle, en fait, elle est pas tenable en situation de ravage écologique et une situation de pénurie matérielle progressive, en fait. Donc, on a besoin de réorganiser la production à partir d'un impératif rationnel, démocratique, articulé à l'intérêt général. Et donc après voilà, il s'agit déjà d'entrer de réorganiser, de remettre la rationalité collective dans le système de production, tout en fixant un objectif qui est celui d'une décroissance, un freinage en fait majeur. Et donc sortir de ce qu'on appelle le productivisme. C'est un mot qui est un peu délicat parce que moi je considère qu'une société écologique va continuer à produire. Et évidemment, on va continuer à produire et reproduire nos conditions matérielles d'existence. Donc pour moi, c'est pas un gros mot la production. C'est juste qu'il faut la contenir et lui fixer des objectifs de manière différente et qui soient eux-mêmes différents aujourd'hui, qui soient compatibles avec le respect des frontières matérielles. Ces tendances, j'ai beaucoup hésité. En gros, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça après la lecture du livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, où j'ai pris une claque comme beaucoup sur la gravité de notre situation. Et depuis, j'alterne, je navigue entre les berges décroissantes et technosolutionnistes. Et donc, j'ai pas la même conviction que vous
que il est impossible dans le cadre capitalisme de polluer moins et de détruire moins la planète. J'ai bien conscience qu'il est impossible de ne plus du tout l'abîmer, mais ça, on est d'accord que on continuera à produire dans tous les cas parce qu'il faut bien manger, se chauffer, se déplacer et que dans tous les cas, ça a un impact sur la biosphère. Parce que à quel niveau de production et de confort, on va parler assez concrètement, vous imaginez qu'on vivrait dans un monde communiste décroissant, une France 2040, la France est communiste décroissante. Quel est notre mode de vie? Collectiviste. Mais collectiviste décroissante. Quel est notre mode de vie, le mode de vie d'un Français moyen? Je veux dire, est-ce qu'il a une voiture? C'est des questions que je me pose vraiment sincèrement. Le niveau matériel et de confort et d'accumulation matérielle, d'un point de vue général, doit décroître. Et ce volume, disons que cette quantification, à un moment donné, elle doit être déterminée par l'expertise et de la médiation scientifique qui établit une corrélation, une péréquation entre le niveau de ressources qu'on peut prélever et rejeter, les trajectoires qui sont compatibles avec une limitation typiquement de la hausse des températures, mais il n'y a pas que ça. Le ravage écologique, c'est aussi une destruction globale de la biodiversité, c'est aussi une pollution de nos ressources naturelles à des niveaux qui sont déjà ahurissants, etc. Et du coup, le débouché matériel qu'on peut espérer obtenir, et ce qui compte, c'est aussi leur distribution. C'est la question de la distribution économique, l'allocation des ressources au sein de la société. Mais je peux pas dire un ménage aura tant de voitures. En plus, il faut pas, je pense, raisonner en termes de ménage générique, parce que ça dépolitise un peu le sujet. Ce qui est la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle classe sociale, quel CSP, disons, fait les efforts en premier? Qui doit décroître en premier? Ça veut dire ça sert à rien. On va pas aller sur un projet politique qui demande aux ménages précaires de se serrer encore davantage la ceinture, parce que pour elle, la sobriété, c'est simplement dire la précarité. Non, mais Par bien contre, sûr, il faut commencer par la grande bourgeoisie. Et là, la grande bourgeoisie, il y a plein de choses à faire pour ralentir complètement leur mode de vie et les ramener à un niveau générique, égalitaire, standardisé au sein de la société. Et donc il y a plein de choses à interdire. Je termine juste là-dessus, mais il y a plein de consommations à interdire. Genre les jets privés, on interdit. Les yachts de luxe, terminé. Toute l'industrie du luxe, terminé. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de secteurs en fait qu'il faut supprimer. Bien sûr. Ah, mais ça c'est pas c'est pas du collectivisme nécessairement. Je veux dire, on peut imaginer une taxation à 90% sur les revenus, sur les hauts revenus, et rester dans le cadre d'une économie capitaliste. Moi, je suis pour. On pourrait. Honnêtement, ce serait quand même difficile parce que ça voudrait dire quand même que l'investissement privé perdrait quand même une grande partie de sa motivation. Hein. Si on a des impôts, moi je suis pour des impôts confiscatoires à 90%, il y a aucun problème là-dessus. Moi je pourrais étouffer complètement le capital et socialiser l'économie et la sortir de la loi du profit. Donc il y a beaucoup de leviers pour étouffer le capital. Mais après le cœur, c'est évidemment quel est le régime de propriété qui s'applique aux moyens de production. C'est ça le cœur du réacteur. Et moi, je suis pour libérer les moyens de production de la propriété privée lucrative pour instaurer une propriété d'usage, une propriété collective qui soit partagée entre les travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs se réapproprient leur outil de travail et les communautés d'usagers qui sont les consommateurs, en quelque sorte, de ce qui est produit dans la sphère de production. Donc voilà, moi je suis pour parvenir à ce niveau de démocratisation en fait de la production. Pourquoi ? Parce que c'est dans la discussion démocratique, en fait, libérer des intérêts égoïstes privés ou de la mâchoire de la rentabilité capitaliste qui permet à un moment donné d'avoir des choix qui soient politiques au sein de la production économique. Et quand on a une discussion démocratique sur la situation écologique et climatique, on arrive en fait à des consensus qui sont assez évidents. C'est une démonstration par exemple de la Convention citoyenne pour le climat. S'il y a eu un intérêt, à mon sens complètement mineur, et je pense pas que
ça avait valu le coup de faire ça pour ça. Mais en tout cas, on a montré que si on met des gens à discuter objectivement des conditions matérielles générales, ils sont plutôt d'accord pour freiner la production, quoi. Parce que ça leur coûte rien à ce moment-là de le dire. Mais la question c'est est-ce que c'est une vraie question, le niveau de vie souhaité et visé, même si là c'est un peu au pif et qu'évidemment ça découlera de discussions démocratiques au sein des entreprises et au sein de l'État. Ce que je dis, c'est que c'est à la discussion collective et populaire et démocratique d'en décider, et pas au marché financier, c'est-à-dire à des investisseurs privés. C'est pas sûr que des gens décident de baisser leur niveau de vie suffisamment pour que ce soit conforme avec les objectifs écologiques. Évidemment, mais encore une fois, ça dépend de quel groupe. Déjà, quelles sont les procédures de discussion et d'arbitrage et de décision? Ça, c'est un premier plan. Est-ce qu'il y en a qui existent ou est-ce qu'il y en a ou est-ce que ça n'existe pas dans le capitalisme? Ça n'existe pas aujourd'hui. D'autre part, est-ce que, encore une fois, comment sont distribués les intérêts matériels, sociaux, économiques dans la société? Et on peut arriver à un freinage global, disons général de l'économie, tout en améliorant la condition de vie des classes populaires, si tant est qu'on réduise drastiquement celle des classes les plus favorisées. Et après, le sens du niveau de vie va évoluer aussi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le confort ou le confort matériel, il est codé par des représentations, il a un aspect relatif, pas seulement absolu. Alors, il y a des besoins vitaux à satisfaire, évidemment, qui sont des besoins absolus. Mais ce qu'on appelle du confort ou les acquisitions, une accumulation un peu annexe ont une détermination relative, c'est-à-dire qu'elles ont le sens, les individus l'apprécient en fonction du sens que leur donne la société et du niveau, des normes qui sont des normes symboliques qui sont fixées au sein d'un ordre capitaliste. Par exemple, est-ce que nos représentations auront suffisamment changé pour qu'on désire plus avoir de téléphone portable? Le téléphone portable, c'est un objet ambivalent parce que si on veut être intégré socialement, économiquement, aujourd'hui on a besoin. Donc c'est pas simplement un téléphone portable, c'est pas simplement un loisir, c'est pas simplement une acquisition superficielle ou un besoin artificiel. C'est un besoin qui est programmé par l'état actuel de l'économie. Mais si on parle de moyens, si on fait quelque chose, si on a ça existe ce mot, abstractiser. Bref, si on va à un niveau d'abstraction supérieur, on aura besoin de communication, on a besoin de communiquer entre nous. La question, c'est à quel niveau, quel matériel, comment... c'est vrai. De rotation. Parce que si la France est plus pauvre, parce qu'on va s'appauvrir, c'est le but. Donc si la France est plus pauvre, on pourra plus se procurer des téléphones sur les marchés étrangers. Ça dépend encore une fois de la définition de la pauvreté. Financière, elle est relative aux autres. Oui, mais la pauvreté, c'est encore une fois, c'est une notion. On doit baisser notre accumulation matérielle. Après, ça veut pas dire que selon l'organisation sociale, l'agentivité ou la capacité des individus dépendent forcément du même niveau d'accumulation matérielle. C'est-à-dire qu'on peut organiser la société de manière différente et de telle sorte que les individus jouissent de plus de possibilités pratiques et pas seulement de manière corrélée à l'accumulation matérielle. Le PIB, par exemple, c'est un indicateur qui fait plus sens sur la question environnementale, et on voit que plus le PIB à un moment donné, l'augmentation du PIB d'un pays ne correspond plus à l'augmentation, la satisfaction des individus et en fait donc du niveau de vie des individus. Ouais, mais le fait est que en France, on a un pouvoir d'achat qui correspond à la puissance de notre monnaie, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut se payer un téléphone avec notre monnaie, c'est beaucoup plus dur avec un téléphone. On peut se payer un téléphone très cher, premium. Si on sort de l'économie capitaliste, la France exporte moins, notre monnaie perd de la valeur en fait. On peut acheter moins de trucs à l'étranger. Si on vend moins de trucs à l'étranger, on pourra en acheter moins aussi. Ça dépend, on peut relocaliser
tout un tas de productions qui ont été délocalisées et externalisées. Pas tout, mais de toute façon, oui, il y a un effort matériel à faire. Moi, je pense qu'il y a des groupes sociaux qui vont voir leur niveau de vie, en tout cas dans le projet que je propose, se dégrader fortement. Après, la collectivisation, ça veut dire vers un partage plus général de la richesse, vers une égalisation des conditions de vie, qui va aussi modérer les attentes et les appétits matériels des uns et des autres. Là, on a besoin de tout un tas de trucs parce que on a besoin de coller à un standard de vie qui est en fait surdéterminé par l'économie capitaliste et par la classe dominante. Mais si on enlève ces couches-là, ces leviers d'influence-là, la définition des besoins et des désirs, elle peut aussi changer complètement drastiquement. Et par ailleurs, si on libère l'économie de la loi du profit, on va avoir aussi des conditions de vie matérielles, qu'on peut aussi avoir des conditions de vie matérielles qui sont nettement plus désirables. C'est-à-dire que bosser, avoir un niveau de vie correct, qui est relativement comparable à celui du voisin et en fait de de son prochain au sein d'une communauté politique particulière, et de bénéficier par exemple de temps de vie éloigné de la production. Voilà, ça fait partie aussi du confort matériel des individus. Aujourd'hui, le confort matériel tel qu'il est envisagé, il se paye aussi d'une aliénation majeure de pans entiers de la population. Les gens qui vont à l'usine, les gens qui sont subis à la hiérarchie économique, à la tyrannie économique dans la sphère de la production. Non, mais moi, j'ai pas tellement de... Je peux tout à fait entendre cette solution. Je veux dire, ça m'intéresse. Mais j'ai besoin que ce soit économiquement honnête. C'est-à-dire que on va s'appauvrir. Je veux dire, les machines à outils qu'il y a dans les usines, on les fabrique pas en France, on les fabrique pas toutes en France. Elles coûtent une fortune. Elles sont fabriquées en Allemagne. Enfin, en fait, elles sont fabriquées un peu partout dans le monde. Il est tout à fait possible, à mon avis, même pour que ce soit une hypothèse crédible, il faut qu'elle soit désirable bientôt, par une majorité des catégories. Mais je pense qu'il y a plein de gens et une majorité sociale qui aimeraient travailler moins, mais pas perdre en des formes de surconsommation, avoir un rapport plus authentique aux uns et aux autres, comprendre que son mode de vie fait sens par rapport aux grands enjeux politiques, économiques, climatiques, en fait aux enjeux historiques, et est aligné avec les enjeux historiques. Et ça veut pas forcément dire s'appauvrir, en fait. Ça veut dire s'enrichir d'autres choses. Mais aujourd'hui, le taux de satisfaction au sein de la population générale est quand même très faible, alors qu'on n'a jamais eu autant de marchandises dans la société. Donc c'est comment on reconfigure les besoins, comment on reconfigure les biens et les services, comment on redéfinit la vie individuelle et sa projection dans la sphère sociale et productive. Mais de toute façon, oui, il y a des gens qui vont s'appauvrir lourdement, et ça doit commencer par les classes dominantes. Ça c'est complètement mon projet. Oui, non, mais sur les classes dominantes, il n'y a pas de lézard. Attends, mais en fait, le truc, c'est que il y a quand même une vraie classe moyenne en France. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que... De moins en moins. Bah oui, c'est évidemment, effectivement, de moins en moins, mais encore par rapport à ce qu'a été la vie avant le capitalisme, où la classe moyenne, c'est un truc qui existait peu. La vie en dehors, après le capitalisme, quel sera le niveau de vie de cette classe moyenne? Parce que le pays, c'est pas, si on prend aux riches, admettons qu'on prenne tout l'argent des milliardaires, on leur prend tout. C'est pas juste l'argent, c'est les moyens de production. Oui. On dépend quand même de ce qu'on produit, de ce que le pays produit comme richesse. Notre niveau de vie moyen dépend quand même de ce que le pays produit comme richesse, de sa capacité à s'endetter aussi. Et donc, si on produit moins de richesse, si le pays produit moins de richesse, la classe moyenne sera financièrement et matériellement, par rapport à nos représentations et à nos critères d'aujourd'hui, moins riche. La classe moyenne supérieure et la classe moyenne inférieure peut-être plus riche. Le fait est qu'il faut
avoir un rattrapage général des différentes conditions de vie et des différents niveaux de vie. Moi, je pourrais égaliser la distribution matérielle, économique, la richesse, en fait, au sein de la société. Donc, ce que vous dites, oui, il y a une partie de la population qui va s'appauvrir, mais il y a aussi une partie de la population qui peut s'enrichir et sortir de la précarité si on vise un projet collectiviste, égalitaire et qui fonctionne au partage des richesses, au partage, en fait, de la propriété productive. Et que de toute façon, enfin, je veux dire, on aurait ce débat en dehors de la question du réchauffement climatique. Pourquoi pas? Là, le fait est que de toute façon, on va vers une ère de pénurie matérielle. Donc du sous-jacent matériel de la richesse qui est inévitable et qui est provoqué par le système capitaliste lui-même. Donc je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on aura encore ce débat, je sais pas, dans ne serait-ce que 20 ans ou à la fin du siècle, quand il fera plus 3 degrés, qu'on pourra même plus bosser parce qu'il fait trop chaud dans les usines. Ben, ça nous paraîtra parfaitement superficiel, en fait. Bah, ça pareil, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas démontré et est de l'ordre de la croyance dans chez vous comme chez, là, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, j'alterne, ça dépend des jours. Il n'est pas démontré que le capitalisme conduise à brûler toujours plus de fossiles pour toujours. Je veux dire, il y a un découplage relatif de la croissance du PIB. La Chine va commencer à émettre de moins en moins de CO2. Et il n'est pas non plus dit que dans une économie collectiviste, on continue pas de brûler des fossiles jusqu'à qu'il fasse plus de 3 degrés. Non, on a besoin de revenir à une économie collectiviste pour se réapproprier les buts de la production. C'est ça que je dis. Donc après, si au sein d'une économie productiviste et par des procédures démocratiques, la majorité considère qu'elle a encore envie de brûler des fossiles, c'est ce qui se passe. Okay. Par contre, c'est impossible dans une économie capitaliste. Et pour une raison très simple, c'est que dans une économie capitaliste, compte tenu de la manière dont se configure, se compose la valeur, en fait, chaque fragment de l'écosystème qui peut avoir une utilité matérielle sera exploité, parce qu'on en dégage de l'argent et donc sera nécessairement exploité. Ce qui est fortement démontré, c'est que le découplage en fait est très superficiel partout où il est mesuré. On parlait de la Chine. La Chine est aujourd'hui championne des énergies renouvelables, mais continue d'ouvrir des centrales à charbon partout dans le pays. Et ce que démontrent par exemple les travaux d'un historien comme Jean-Baptiste Fressos, c'est que la transition n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un récit mensonger. C'est-à-dire qu'on n'a jamais produit autant de renouvelables, on n'a jamais autant produit d'hydrocarbures. Parce qu'il y a énormément de pays qui ont rejoint le productivisme industriel sur ces dernières années. Donc forcément, il y a un phénomène de tampon et de rattrapage. Mais les seuls pays qui sont sortis du charbon, c'est quand même les pays les plus développés. Le changement climatique, il est documenté depuis le début du XXe siècle, grosso modo. Il est reconnu par les États depuis un demi-siècle au sein des instances gouvernementales internationales. On en est à la COP 30, c'est-à-dire à la 30e COP sur la question du climat. On en est aux 10 ans de l'accord de Paris. Parallèlement à cette période historique, s'est développé le modèle néolibéral dans toutes les parties du monde, y compris en Chine. Et donc, on a des émissions de gaz à effet de serre qui continuent d'augmenter, c'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à baisser. On a une production, une consommation d'hydrocarbures qui continue à augmenter. Les émissions augmentent même plus vite aujourd'hui que lors de la décennie précédente. Donc évidemment, les températures augmentent plus vite. On a cramé le budget carbone qui nous permettait de tenir le 1.5, donc l'objectif de l'accord de Paris, limiter les températures à plus 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. On l'a cramé cet été. Est-ce qu'il y a des pays développés qui sont décarbonés? Aucun. Et de loin pas. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays qui a une proportion significative dans son mix énergétique d'énergie renouvelable. Aucun. Aujourd'hui, oui. Qui? Non, aujourd'hui, il n'y en a aucun. Ouais. Non, mais la proportion de renouvelables augmente significativement. À mesure qu'augmente aussi la consommation énergétique générale. Mm-hmm. Parce que le capitalisme fait augmenter de toute façon la consommation énergétique générale. Et en plus, donc là, on prend le problème sur la question climatique.
Ce qui est une manière tronquée de prendre le problème. Pour créer du renouvelable, dans une perspective de croissance énergétique, qui est la perspective productiviste du capitalisme. Ça a aussi une empreinte matérielle majeure. C'est-à-dire que c'est aussi des mines qu'on ouvre dans les pays du Sud. C'est aussi de la déforestation globale. La déforestation, les forêts sont des puits de carbone. Donc pour faire du renouvelable, on va aussi défoncer en fait des structures qui nous permettent de réguler le réchauffement climatique si on reste dans un schéma de croissance générale. Moi, c'est marrant parce que je prends un exemple, une anecdote, mais qui est assez parlante. Il y avait, je donnais une conférence, je sais plus où, à Sciences Po avec les jeunes écologistes. Et il y a une jeune écologiste qui vient me voir à la fin, qui était un peu dépitée parce que elle était en stage au UK, en Angleterre, dans une compagnie d'énergie renouvelable. Elle disait, bah voilà, c'est là que je vais être utile à la transition. Sauf qu'en fait, ce qu'on lui demandait dans cette compagnie, c'était de développer tout un tas de besoins énergétiques artificiels pour rentabiliser et créer du profit à partir de la production d'énergie. Donc en fait, quoi que tu fasses dans le cadre capitaliste, c'est d'accroître l'empreinte matérielle générale. Aujourd'hui, on n'a jamais consommé autant de bois dans l'histoire de l'humanité. Jamais consommé autant d'hydrocarbures. Jamais consommé autant de renouvelables. Mais il n'y a pas de substitution de l'une à l'autre, puisque tout est valorisable sur le marché. Et donc, grosso modo, notre empreinte matérielle générale, elle continue d'augmenter. Donc, soit on continue à croire qu'il y a un peu d'innovation par-ci, par-là, mais qui, de toute façon, va continuer d'accroître, encore une fois, notre emprise matérielle, va nous sauver, soit à un moment donné, on change drastiquement de braquet. Mais là, je veux dire, au sein du capitalisme, il ne se passe rien, en fait, en termes de transition. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Pour moi, le capitalisme actuel, tel qu'il est piloté, parce que Mais c'est pas actuel, Non. C'est-à-dire que j'ai la naïveté, et je veux bien admettre que c'est un positionnement un peu idéaliste, mais que ça se pilote. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une souveraineté populaire sur les décisions économiques prises au niveau. C'est contradictoire avec la propriété privée des moyens de production et l'accaparement de la valeur. Bah non. Bah si. Pourquoi ? Si c'est toi qui détiens les moyens de production et donc c'est toi qui les administre et que c'est toi qui en tire une plus-value individuelle, c'est nécessairement différent de... Non, une souveraineté populaire, exactement comme on a une souveraineté populaire sur... aujourd'hui, on n'en a plus sur grand-chose, mais... Parce que c'est aussi la pente historique du capitalisme que de concentrer du pouvoir dans les mains d'une minorité sociale. Je veux dire, ça, c'est une loi naturelle, en fait, qui arrive par ailleurs à un accaparement des structures de l'État. Oui, mais c'est ça contre lequel il faut lutter. Ouais, mais ça implique de lutter contre contre les lois internes du capitalisme, en fait. De résister à cette tendance-là du capitalisme, oui. Et c'est-à-dire que moi, dans mon esprit, on vit dans un monde qui n'est pas 100% capitaliste. En tout cas en France, on vit dans un monde qui est majoritairement capitaliste, mais qui est aussi socialiste. Il y a beaucoup de choses qui sont socialisées. Déjà là, communiste, mais qui se réduit à peau de chagrin, hein. Pas tout à fait encore. Si, il y a encore une sécurité sociale qui est colossale, des services. De moins en moins de choses. Il suffit de regarder ce qu'ils sont en train de voter dans le budget. Il y a des Mais ça c'est... Ils sont réduits à néant petit à petit pour être privatisés derrière. C'est ça le projet néolibéral qui est en fait l'habillement politique de l'infrastructure capitaliste. Mais c'est là où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que j'imagine, moi, un retour à un capitalisme encadré dans le cadre d'un État national qui répond à la souveraineté populaire. Avec de la démocratie directe, une partie de démocratie directe, pas que, mais une partie de démocratie représentative, une partie de démocratie directe, une partie de capitalisme et une partie de socialisme. Appartient les moyens de production dans cette... Et ben, il y a des entreprises nationalisées, des entreprises coopératives et des entreprises privées capitalistes. Et lesquels? Dans quel secteur? C'est à la souveraineté populaire de décider ce qu'on nationalise, et en théorie, on nationalise l'infrastructure. C'est-à-dire l'électricité, les trains, les routes, l'eau. Et pour moi, ça donne le meilleur des deux mondes.
Moi, je pense que ces deux mondes sont malheureusement contradictoires et que toutes les tentatives, en fait, c'était le projet de la social-démocratie, hein. C'est-à-dire, on va prendre on va viser des prises d'avantages au sein du système capitaliste et on va le réguler, le corriger à la marge. On voit que c'est un échec majeur. On a quand même eu un François Hollande, le Parti socialiste dans ce pays, avait tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Il n'a fait qu'étendre et étendre en permanence la logique du capitalisme sur toutes les politiques publiques dans tous les secteurs. Mais on ne peut pas dire que François Hollande était un social-démocrate au sens propre du terme. C'est-à-dire que le Parti socialiste, c'est-à-dire il n'était pas tout seul. C'est Staline. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même hypocrisie. On ne peut pas juger la valabilité d'une hypothèse par quelqu'un qui l'a vraiment qui l'a jamais exécuté simplement parce qu'il s'en revendiquait, mais qui après Hollande il était pas tout seul, hein. Je veux dire, il avait la majorité du parti derrière lui, il a eu plein de ministres et non seulement, et dont des écologistes en l'occurrence, qui ont participé à son gouvernement. Il avait les régions, il avait tout un tas de communes, il avait des majorités partout, hein. Mais il avait les mains libres pour mener un projet socialisant. À défaut d'être socialiste, il ne l'a pas fait. Non, mais je vais pas du tout prétendre le contraire. Il est néolibéral. Il l'a montré quand il a fait campagne pour le oui. Ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse social-démocrate ne vit nulle part aujourd'hui. Enfin, n'a plus de. On a atteint un stade où le capitalisme est tellement développé. On a un stade historique particulier du capitalisme. On n'est pas au début. On est en phase d'un stade de capitalisme tardif où les niveaux d'accumulation sont devenus délirants. Enfin, faut vraiment comprendre je veux dire, les perspectives, par exemple, d'accumulation d'Elon Musk sont délirantes. Milliers de milliards. Bien sûr. Ouais. On est là, hein, sur le plan historique. Ouais. Vous savez que le capital a des pouvoirs, et d'ailleurs c'est ce qui me fait assez peur, a des pouvoirs tels qu'il n'a jamais eu dans sa propre histoire et dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concentration du pouvoir qui est inouïe et inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose contre lequel il faut absolument faire quelque chose. Absolument. Mais du coup, moi, de croire que ce système-là, en discutant avec lui, en lui proposant des petites régulations par-ci par-là, va abdiquer des portions de son pouvoir, ça me paraît complètement illusoire pour le coup. Ça, je pense que c'est un stade historique qui a pu avoir, enfin c'est une option historique qui a pu avoir un sens à un moment donné, mais qui n'en a plus aujourd'hui. Alors, si je peux. Mais du coup, vous êtes social-démocrate. C'est ça le paradigme que vous défendez? J'ai essayé de préciser mes convictions et de pas m'affilier à toute une famille dont j'ignore l'histoire ou l'intégralité de leur position. Ce qui compte à mes yeux et aujourd'hui, parce que je me donne le droit de changer d'avis, c'est l'intégration de démocratie directe, une souveraineté populaire pleine et entière sur l'intégralité de nos lois, enfin de toutes les règles qui régissent notre corps social, sur tout le contrat social et surtout en matière économique, et une interdiction catégorique pour tous les industriels et tous les pouvoirs industriels et financiers de détenir des médias. Ok. Est-ce que ça fait de moi un social-démocrate? Je sais pas, mais du coup, la démocratie directe, elle s'exerce sur quelle sphère? Sur la sphère de la production aussi? Elle s'exerce aujourd'hui. Il n'y a que la démocratie représentative qui prend des lois. On pourrait déléguer une partie de l'édiction de ces lois à une chambre populaire. Et sur la production, pourquoi pas? C'est juste, au sein des entreprises, on peut aussi mettre de la démocratie. Là où je m'inscrirais en faux par rapport à l'hypothèse totalement collectiviste, c'est à l'interdiction. Mais d'ailleurs, je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment, ça fait partie de votre projet, mais c'est à l'interdiction pour un individu d'accumuler du capital et de jouir
de la propriété d'un moyen de production comme il l'entend, ou dans l'objectif d'accumuler du capital. Je ne pas pour la disparition de la propriété privée intégralement. Je suis pas contre le fait que les individus possèdent leur logement ou leurs infrastructures quotidiennes. Par contre, les moyens de production, c'est différent. C'est-à-dire les moyens d'accumuler de la richesse, c'est différent. Après, faut voir à quelle échelle. Une pelle, ça peut être un moyen de production dans un jardin. Ça, je suis pas contre ça. Il faut discuter de l'échelle, ouais. Les moyens de production stratégiques à une échelle industrielle, etc. Je pense qu'il faut les socialiser. Ouais. Pour moi, il y a, en fait, on n'est pas très 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 éloigné. C'est juste il y a une question de mesure, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète plusieurs voitures et crée une entreprise de taxi. J'ai pris l'exemple là comme ça. Les taxis, c'est presque de l'infrastructure, donc c'est pas le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Mais quelqu'un qui décide d'organiser des mariages, voilà. Ça, et qui le fait bien, qui aime le faire, et qui réunit une équipe, et qui, du coup, va accumuler un peu de capital pour développer son activité. Pour moi, c'est une liberté fondamentale de pouvoir faire. Enfin, pour lui, mais pour les gens qui travaillent pour lui, pourquoi ils auraient pas accès à la... Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Parce il y a des gens qui aiment ce rôle-là, ce rôle social-là, et il y a des gens qui n'aiment pas ce rôle social-là. Ouais, il y a surtout des gens qui ont les capitaux nécessaires pour investir et créer des boîtes, et il y a des gens qui en sont dépourvus et qui sont condamnés à vendre leur force de travail et à subir la hiérarchie, y compris les petits patrons dans les petites entreprises. Et que c'est pas une condition spécialement enviable. Alors il y a des gens qui sont conditionnés et qui de toute façon en tirent leur parti parce qu'ils n'ont pas le choix, donc ils s'adaptent. Mais pour moi c'est pas une condition spécialement enviable. Et par ailleurs la question après qui nous occupe, c'est comment ces activités-là s'intègrent dans un schéma écologique général. Pour moi, la question se pose de la même façon dans une économie collectiviste. Dans une économie collectiviste, il y a une expertise qui est là, qui produit de la comptabilité écologique et des calculs en nature. Et il y a une discussion générale et démocratique justement sur la production. Qu'est-ce qu'on produit ? Est-ce qu'on veut des taxis ? Est-ce qu'on veut des bus ? Et au sein des entités productives qui font du bus ou du taxi, est-ce que l'ensemble des travailleurs a accès à la décision ? Est-ce qu'il y a une rotation sur les tâches pénibles ? Est-ce qu'on émancipe un peu la division du travail extrêmement stricte et aliénante qui existe dans le capitalisme ? Ce genre de choses. Mmh. Oui. Bon, de toute façon, c'est à raffiner par secteur, par échelle. Oui. Par échelon. Oui. Moi, je pense qu'il faut tendre vers ça et que de toute façon, à un moment donné, moi, j'ai été payé 8 ans. Même si on n'a pas peu d'appétit, disons, pour la théorisation. Ok. Moi, et qu'on on est plutôt porté sur la pratique. Moi, j'ai fait 8 ans de plaidoyer face à la Macronie. Sur n'importe quel sujet, même sur la réforme la plus paramétrique possible, même sur les petits pas, machin, on se faisait éconduire parce que derrière, il y avait un process de rentabilité qui était mis en cause, donc des intérêts privés qui étaient mis en cause et qui gagnaient les arbitrages à chaque fois. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils avaient plus d'argent pour produire de l'expertise, de l'influence, de l'entre-gens, etc., produire des dépendances mondaines, etc. Donc en fait, pour moi, même si peut-être même que j'étais moins radical avant de rentrer chez Greenpeace paradoxalement, mais le spectacle en fait de cette déroute quotidienne où on voit que dans une économie capitaliste en fait l'écologie passe toujours à la trappe sur le moindre sujet. En fait, faut changer structurellement les choses et c'est pas. En fait, c'est un vœu. C'est devenu un vœu pieux. À mon sens, vraiment de croire qu'on va accumuler des petites avancées. Et par ailleurs, on n'en est plus au stade, y compris sur le plan écologique, on n'est plus au stade, on peut régler le problème précisément par des petits pas ou par des corrections paramétriques. Je veux dire, on n'est plus, il y a un siècle, peut-être, si on s'était engagé là-dedans. Là, on est au stade où les canicules en Europe, c'est 700 000 morts chaque année, par exemple. Enfin, je veux dire, le ravage écologique est commencé, est lourdement commencé. C'est des clims. Alors voilà, typiquement, la clim, c'est intéressant, la clim. C'est du technosolutionnisme. Sauf que la clim, en fait, typiquement, très intéressant.
La clim, ça, voilà, il y a des gens comme des gens Tyrol ou des gens comme ça qui nous ont expliqué. Alors, ils calculaient à un moment donné même un taux de réchauffement climatique qui était optimal pour l'économie. Alors, lui, il trouvait que c'était plus 3 degrés, etc. Et qui nous ont expliqué, leur grande théorie, c'était il faut pas de régulation environnementale parce que c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour l'accumulation capitaliste. Il faut continuer à produire de la croissance. Et dans un demi-siècle, 2050 par là, on sera tellement équipé que de toute façon, on aura les solutions techniques pour faire face au réchauffement climatique. Donc, on continue d'alimenter le réchauffement climatique pendant des décennies en espérant qu'un jour, on aurait atteint un niveau technique qui nous permette de faire face. Et donc, parmi ces petites technologies qui nous permettraient de faire face, il y a la climatisation. Sauf que la climatisation, en fait, c'est le genre de remède qui alimente le mal qu'ils prétendent guérir. Alors moi, je pense que dans la situation actuelle, évidemment, on est forcé, il faut l'administrer correctement, on est forcé, dans certaines circonstances, d'avoir recours à la climatisation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la climatisation, elle renforce et elle aggrave le réchauffement. Voilà, on est dans la seringue, en fait, avec ce mode de pensée-là. C'est-à-dire que tous les moyens d'adaptation, en fait, à un moment donné, ils vont aggraver le mal qui prétendent solder. Oui, c'est l'effet rebond classique. Et alors ça, c'est un peu différent, mais l'effet rebond, c'est autre chose. On pourrait en parler aussi parce que ça démontre de manière assez magistrale, je pense, la théorie du capitalisme vert. C'est que quand on met, donc c'est le paradoxe de Jevons, quand on met une marchandise sur le marché qui serait plus économe en ressources, ben en fait, le capital, il se dit quoi? Bah, du coup, je vais en mettre 2 au lieu d'une. Et donc, en fait, on va démultiplier, encore une fois, les ressources qu'on met sur le marché. Et donc, c'est quasiment, au sein du capitalisme, en fait, le fait de réussir à produire de l'économie au niveau d'un bien ou d'un service ou d'une marchandise, ça a presque un effet, c'est l'effet rebond. Et c'est un effet qui est quasiment contre-productif parce que ça va inciter, en fait, à aligner davantage de marchandises que si elles étaient plus coûteuses à produire. Et donc, l'empreinte matérielle générale ne fait qu'augmenter en réalité. Et c'est ce qui se passe sur le plan énergétique, en fait. Il y a même des effets pervers qui sont des effets au niveau culturel et politique. C'est-à-dire que, par exemple, ce débat qu'on a là, c'est un effet pervers. C'est-à-dire que vous constatez que les énergies renouvelables augmentent et du coup, vous dites « Ah, ça va peut-être le faire ». Mais en fait, non, parce que du coup, ça invisibilise le fait que, bah non, la production générale continue d'augmenter, les hydrocarbures continuent d'augmenter. Et donc, ça a un effet dilatoire où on se dit, ah, bah, il y a peut-être des signes positifs, donc on n'a pas besoin, on peut reculer toujours indéfiniment le moment de prendre des décisions absolument drastiques, jusqu'au moment, en fait, où on arrivera au stade où... Voilà, à des stades que j'aimerais pas vivre personnellement, mais oui, pour l'instant on s'y dirige et là-dessus on est totalement d'accord. Et votre hypothèse, c'est que passer à une économie collectiviste, les gens décideront d'eux-mêmes de modérer l'empreinte écologique de la production collective, ouais. Collective. Ils auront l'occasion et la possibilité de le faire, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Après, s'ils décident d'aller au suicide collectif, bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Un choix aussi, hein. On est tous condamnés à être libres d'une certaine manière, à effectuer, on est contraint à effectuer des choix, qu'on le veuille ou non. Après, voilà, chacun, en tout cas les sociétés sont responsables aussi de ce qu'elles font derrière, quoi. La question, c'est est-ce qu'elles sont placées en condition d'effectuer des choix rationnels et est-ce qu'elles ont la liberté d'effectuer le plus de choix possible. Et le capitalisme lui confisque ouais, mais politique. Et moi, j'étais pour cette liberté politique, mais dans le cadre d'une démocratie représentative un peu plus classique. Mais ce serait déjà, on peut déjà réformer la démocratie représentative par plein de niveaux pour la rendre davantage effective. Ouais. Ça, théoriquement, je suis pas contre, mais je pense que ça engage un mouvement révolutionnaire, soit par la voie institutionnelle, soit par la voie insurrectionnelle, mais en tout cas, ça engage une rupture et une confrontation directe. Oui, c'est pour ça avec la classe capitaliste. C'est-à-dire que c'est pas un truc de petits pas non plus.
ce que j'ambitionne aujourd'hui me semble pas être un truc de petit pas. C'est quand même déjà assez. Faut quand même voir que là, la droite, Macron a perdu les législatives en 2024. Ouais. C'est-à-dire que même dans ses propres, la bourgeoisie, même dans ses propres circuits institutionnels, aujourd'hui est en échec. Ils ont perdu les élections législatives. Ils ont continué à nommer un premier ministre de droite. Ils auraient pu nommer un fantôme social-démocrate. Il y en avait, Lucie Castet, des gens comme ça, un peu inoffensifs. Même ça, ils voulaient pas. Ouais. Ils ont perdu. Michel Barnier a quand même chuté, ce qui est quand même inédit dans l'histoire de la 5e. Ils ont renommé derrière un premier ministre de droite du même camp, c'est-à-dire François Bayrou. François Bayrou perd sa motion de confiance, donc il chute à nouveau. Macron renomme un gars de son camp, c'est-à-dire Le Cornu. C'est-à-dire que même dans des formats qui sont extrêmement bourgeois, qui assurent une circulation démocratique extrêmement faible, même ça aujourd'hui, ça n'est plus respecté en fait par le bloc bourgeois. Oui, non, mais après c'est le bloc bourgeois, c'est quand même Macron qui choisit son premier ministre et qui a en roue libre. Je veux dire, le bloc bourgeois dans son ensemble, il s'en fout si c'est un Hollande bis, un Bardella, un Macron. Grosso modo, les intérêts du capital, ils seront. Les capitales auraient les moyens de virer Macron aujourd'hui. Bah, que Macron était un peu abusif. Bon, ils auraient oui, mais organisé de grandes campagnes de presse contre eux. Mais Macron est abusif, mais pas vis-à-vis de leurs intérêts. C'est juste lui qui est dans son délire un peu mégalo. Ce que je veux dire, c'est que le fait est que même dans un régime politique qui est autoritaire comme la Ve République, même les apparats de la démocratie aujourd'hui ne sont plus respectés par la classe dominante. Mais c'est pas par la classe dominante, c'est juste par Macron tout seul. Macron, c'est la tutelle politique de la classe dominante. Enfin, oui, mais on peut individualiser, mais je veux dire, Macron, il a pas. C'est pas ni Dieu ni Superman. À un moment donné, si ses décisions s'appliquent et si son autorité s'applique, c'est qu'il y a toute une bourgeoisie, toute une sous-bourgeoisie d'État, tout un tas de milieux d'affaires qui tolèrent et qui supportent ce type de décision. Oui. Bernard Arnault, il a pas fait. Mais depuis 2005. Bolloré, ils ont pas fait des interviews dans leurs médias pour dire que Macron était en train de déconner complètement sur la question démocratique. Ils en ont rien à cirer et ça leur va. Oui, non, mais. Et sinon, Macron pourrait pas le faire, en fait. Oui, on est d'accord, mais c'est. S'il tolérait un socialiste, quelqu'un socialiste quelconque, ça voudrait pas dire que il respecte plus la démocratie. Dans le fond, parce que ce socialiste-là aurait fait grosso modo la même chose que Macron. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils en sont même au stade où même les apparats de la démocratie, ils n'en ont plus rien. Oui, non, mais il y a une... en fait, mettre le doigt sur le degré de radicalisation et de fanatisation autoritaire et qui est très très inquiétante, et même quand on prend au niveau mondial, les choses prennent une tournure assez dingue en fait. Le capitalisme, c'est un système autoritaire qui porte en lui une fascisation croissante. Je veux dire, au cœur du capitalisme, il y a la dissymétrie des pouvoirs. Ouais. C'est un régime autoritaire par définition. Il y en a qui disent que c'est que c'est le collectivisme qui conduit à l'autorité, parce que il faut répartir les ressources, on bloque l'ascenseur social, si tant est qu'il y en ait un, si jamais il y a des niveaux sociaux, comme il n'y a plus les moyens de s'enrichir par son travail ou par l'accumulation de capital, on doit gérer les frustrations. Donc il y en a, c'est un argument que j'ai maintes fois entendu. Fausse conscience diffusée par la classe dominante qui protège ses intérêts. Ouais. Peut-être, mais j'ai pas tendance à... La liberté au sein du capitalisme, c'est la liberté des investisseurs, qui sont aujourd'hui essentiellement des héritiers. Aujourd'hui, c'est vrai, pas aux États-Unis. De départ, vous êtes obligé de vendre votre force de travail. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui deviennent riches, qui sont nés pauvres. Non, il y a quelques exemples qui sont mis en scène par Hollywood et par les discours politiques, mais la majorité des gens, c'est de la reproduction sociale. Enfin, ça, c'est... Oui, mais ça, la reproduction sociale est quelque chose que je vais absolument pas nier, ni aujourd'hui ni demain. Ça, c'est une certitude. Le self-made man, c'est des choses c'est l'exception qui confirme la règle, en fait, strictement.
J'ai une question. Il m'en reste encore quelques-unes. Et d'ailleurs, là, je le redis, la plupart des grandes fortunes sont fondées, en fait, sur les richesses de l'État. Oui. Encouragées par l'État, par des investissements publics privés, par des cadeaux, etc. On fait pas des milliards comme ça. Ça, c'est une certitude. Comment on fait c'est une vraie question pratique encore. Voilà, il faut me pardonner. Moi, j'adore. J'ai pas reçu tant de marxistes. Je vais pas leur poser la question à chaque fois, mais du coup, j'en profite. Pratiquement, comment on fait pour en cas d'invasion, enfin, je veux dire, l'outil militaire doit continuer d'être financé. Enfin, remarque, en fait, la réponse m'est venue pendant que je posais la question par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je pense que maintenant, je me poserai plus la question. Ce serait décidé collectivement, c'est ça? Qu'est-ce qu'on ferait de l'outil militaire? Ah bah oui, il faut leur remettre à la question collective, à la délibération collective. À quel niveau de l'outil militaire en France est déjà surbudgété. Hein, c'est-à-dire c'est le premier budget de la nation. Avec l'éducation nationale, loin devant tous les autres ministères. Hein. On a déjà une armée qui est extrêmement financée, très étoffée. Enfin, déjà par rapport au discours officiel, je voudrais quand même rétablir ça. Okay. Après, le niveau d'investissement budgétaire dans l'armée, sa composition, l'ordre de priorité dans lesquelles elle rentre, voilà, ça doit être délibéré collectivement. Moi, je suis pour démilitariser au maximum, sans rentrer dans l'angélisme. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête que si un État aussi puissant que la France prend une tournure collectiviste, il est très clair que les puissances impérialistes capitalistes rentreront dans un niveau de conflictualité très élevé, potentiellement militaire. C'est une configuration à envisager, ce qui s'est passé pendant la Révolution française notamment. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut problématiser et penser de manière cohérente. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, comment dire, à l'extrême gauche, qui est à mon avis l'endroit le plus armé intellectuellement et idéologiquement pour faire face à la question écologique, il peut y avoir un peu d'angélisme en fait sur la question du développement politique. Qu'est-ce que ça implique vraiment du développement politique au-delà des positions, au-delà de l'idéal vers lequel on veut tendre? Quelles sont les contraintes en fait qui à un moment donné se posent en cas de transition révolutionnaire, en cas de prise en main du pouvoir politique, de l'impérium, etc. Bah ouais. Il faut se poser. Bah ouais. D'autant plus s'il faut les décider de manière collective. Et là, dans le cadre d'un référendum de démocratie directe ou représentative, mais il va falloir poser le débat de façon assez carrée parce que c'est un débat vraiment difficile. Bien sûr. Ouais. Comment est-ce qu'on construit c'est quoi l'échelle de temps que que vous espérez possible pour arriver à cette société collectiviste en France? Aucune idée. Je pense que l'histoire nous démontre que elle est imprévisible. Et vraiment, j'aurais pas la prétention de prédire l'avenir. Je pense qu'on va quand même au-devant de bouleversements majeurs qui tendent à s'accélérer. Donc je sais pas. Il y a deux manières de renverser l'histoire en quelque sorte. Il y a une manière institutionnelle qui me semble encore praticable, qui est la voie électorale. Donc peut-être qu'en 2027, on aura des changements majeurs, pour le pire ou pour le meilleur d'ailleurs. Ou la voie insurrectionnelle, qui est plus imprévisible. En tout cas, je pense qu'il faut, plutôt que d'antagoniser les deux, ce qui est une tendance parfois aussi à gauche, je pense qu'il faut les dialectiser, qu'il faut articuler ces deux voies de passage possibles. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver dans les deux cas? Comment nourrir l'une et l'autre? Il faut comment nourrir l'une et l'autre.
Bah, il y a Tony Negri, par exemple, avait une théorie sur l'empire et la multitude. Qui avait que grosso modo, on avait un empire qui se caractérisait par des flux de gouvernance qui étaient multipositionnés et qui commençaient à être insaisissables, et que du coup l'idée de prendre un centre devenait obsolète, qu'il fallait plutôt se retirer du circuit mais au sein de l'empire un peu, et donc de construire une forme de rébellion interne à l'empire en aménageant dans le dos de l'État par exemple des collectifs ou des communautés ou des cellules de production ou de vie collective qui échappent à l'ordre capitaliste. Bon, ça a déjà lieu un petit peu sur le territoire. Je pense que c'est utile. Par contre, la problématique qui se pose, c'est est-ce que ce sont des voies de repli, d'autonomie qui veulent dire aussi autarcie, ou est-ce qu'au contraire ce sont des creusets vers un continuum ascendant qui permettent derrière de créer de la politisation nécessaire pour se diriger vers la prise des lieux de pouvoir, et qui permettent d'avoir l'État à portée de main ou à bout portant en quelque sorte, pour le transformer, éventuellement l'abolir si c'est ça qui est décidé. Mais contrairement à Tony Negri, je pense qu'il existe encore des centres, et qu'il y a encore des centres de pouvoir qui sont en fait plutôt en train de se renforcer par différents mécanismes, et que l'État en fait partie. C'est un centre de pouvoir opérationnel qui, pour moi, a une nature qui est aux mains de la bourgeoisie aujourd'hui, qui est la condensation d'un rapport de classe, qui a une autonomie relative néanmoins, et qui a aussi, et principalement à mon sens, une nature instrumentale, et qu'à un moment donné, il faut être en capacité de s'en emparer. Et donc ça veut dire que typiquement tout ce qu'on pourrait qualifier d'écologie par le bas, à un moment donné, s'intéresse à la question politique, soit pas des vecteurs de dépolitisation où va préfigurer une forme d'utopie à petite échelle, mais soit des vecteurs de politisation vers une prise en charge des lieux de pouvoir, parce que en fait, en tout cas sur le plan écologique, ça peut être un destin valable et validé si on est anarchiste et qu'on s'intéresse pas vraiment à la question environnementale. Mais la nature du rage écologique étant globale, fait que si on veut avoir une transformation à l'échelle, ce qui implique notamment un rapport coercitif vis-à-vis du capital, à un moment donné, il faut aussi s'emparer de ces strates et de ces strates supérieures. Et donc c'est comme ça que la voie insurrectionnelle en fait doit aussi penser de débouchés politiques concrets. Et par ailleurs, la voie institutionnelle doit contribuer à armer en fait ces possibilités insurrectionnelles et révolutionnaires, et construire en fait, avoir des bases, considérer son action politique à partir de la construction d'une hégémonie, encore une fois, et d'une guerre de position, et pas simplement d'une guerre de mouvement, où on considère que dans le jeu d'acteurs, on va positionner tel truc, comme Barbara Pompili qui est au gouvernement, et voilà, on se met en mouvement, y compris chez l'adversaire, et c'est comme ça qu'on va obtenir des avancées et tout. Je pense pas, il faut recommencer à penser en guerre de position, de construction contre-hégémonique, et accueillir les moments insurrectionnels qui se produisent, ce qui a été mal fait par exemple au moment des Gilets jaunes. Et ça, il faut reconfigurer un petit peu le logiciel de pensée et faire en sorte que les forces institutionnelles, électorales, se décentrent un petit peu précisément du jeu institutionnel et parlementaire. Mais par exemple, la France Insoumise a commencé à le faire. Typiquement, quand il y a eu les émeutes, les révoltes plutôt, dans les banlieues suite à l'assassinat à bout portant du jeune Naël, il y avait les appels au calme, de la bourgeoisie autoritaire qui considère que dès qu'il se passe quelque chose dans les banlieues racisées, qui sont des milieux barbares pour elle, il faut rétablir de la stabilité. Et la France Insoumise qui a refusé de jouer ce jeu-là et qui a plutôt appelé à la justice. Et ben là, typiquement, pour moi, c'est un geste d'ouverture vers une praxis qui soit insurrectionnelle. Donc, voilà, il y a une possibilité d'articuler les deux comme ça. Moi, pour moi, l'enjeu, c'est de réunifier vraiment le camp anticapitaliste, quelles que soient les stratégies privilégiées de ces différentes composantes,
pour concentrer en fait l'énergie et le contre-pouvoir politique. Il y a une hypothèse qui a de plus en plus, qui retient de plus en plus mon attention, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, conduise inévitablement à la fin du capitalisme tel qu'on le connaît. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'en fait, si ça remplace effectivement une grande partie des jobs, d'un coup, il y a plus de consommateurs. Il y a plus de base financière de l'État et on arrive dans un truc. C'est un truc. Est-ce que dans les milieux anticapitalistes, cette hypothèse a été déjà formulée? Parce que c'est une hypothèse que je vois sur YouTube chez des gens qui aiment bien l'IA, enfin des gens qui sont pas forcément ultra politisés. C'est juste des gens qui se sont dit mais en fait. S'il y a plus de salariés, enfin s'il y a beaucoup moins de salariés, il y a beaucoup moins de consommateurs, tout l'argent est rapatrié, il y a une destruction de valeur intrinsèque, parce que si je payais 2000 € un avocat et que maintenant je paye 5 € pour le même résultat, il y a 1995 € qui juste ont pas été produits. Et donc il y a une destruction de valeur qui fait que le capitalisme, parce que je crois que c'est une théorie de Marx, à peu près, il va s'auto-détruire. La baisse tendancielle du taux de profit, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et l'intelligence artificielle pourrait être ça, parce que d'un coup, il y a plus de travail, donc il y a plus de valeur ajoutée. Ouais, il y a chez Marx l'idée qu'il y a une contradiction interne au capitalisme qui, à un moment donné, conduira inévitablement à sa perte ou à sa mutation vers quelque chose d'autre. Et il y a l'idée que la survaleur, en fait, elle découle du travail humain, fondamentalement. C'est ça c'est là que s'articule la valeur, de fait. Et que simplement, si on met en mouvement uniquement de la matière inerte, on produit pas de valeur avec ça. On produit de la compensation, mais pas de la valeur. Donc dans ce cadre-là, on pourrait, je vois pourquoi on pourrait poser l'hypothèse que l'IA remplace le capitalisme. Après, il y a peut-être deux objections. Enfin, en tout cas, il y en a une, c'est que l'IA, qu'on le veuille ou non, elle a besoin d'infrastructures matérielles. Et qu'à un moment donné, genre le jour où l'IA sera autosuffisante pour prendre en charge l'entretien matériel des infrastructures dont elle dépend. Donc, ce qui voudrait dire qu'on ait des robots qui entretiennent les infrastructures et qui s'entretiennent eux-mêmes de manière automatique. Enfin, tout ça, c'est quand même, ça demande un déploiement qui me semble quand même très très loin d'arriver. Non, mais très loin d'arriver. Enfin, je veux dire, il faut pas oublier que l'IA, elle plane pas dans l'atmosphère. Derrière, il y a une infrastructure matérielle. Et des gens qui bossent. Et donc des gens qui bossent. Mais s'il y a beaucoup moins de gens qui bossent, c'est déjà les équilibres financiers qui sont déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut continuer à y avoir à partir du moment où il y a du travail humain, il peut y avoir selon si le travail humain reste pris dans des rapports de propriété lucratifs, il peut y avoir la production d'une survaleur avec lequel le capitalisme survit. Et par ailleurs, si à un moment donné, on a une IA qui est ce qu'on appelle une IA générale, en fait, pour l'instant, les chercheurs disent qu'on en est assez loin. Est-ce que pour autant, ce sera une bonne nouvelle? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une prise en charge du monde social et matériel par un élément qui est complètement exogène à la volonté humaine, je crois pas. Enfin, à un moment donné, il va falloir entrer en guerre contre les machines de l'IA, comme dans Terminator 2. Donc, de toute façon, cette hypothèse, dans Terminator en général même, ne m'apparaît pas souhaitable à aucun point de vue, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir en ce moment sur la question de la lutte? Déjà que je me pose jamais cette question, en fait. Moi, je suis pas mu ni par l'espoir ni par le désespoir. Je suis assez stoïciste. Je fais avec les conditions telles qu'elles se présentent à moi. J'essaye d'agir au mieux par rapport à ça. J'ai une conception assez sartrienne de la liberté où la liberté, c'est de faire avec ce qu'on a fait de nous.
que voilà, il y a une part de déterminisme, il y a quand même une part d'autonomie. Moi, j'essaye de faire ce que je considère comme étant un peu mon devoir par rapport à l'histoire dans laquelle se présente mon humble existence. Et sur la question écologique, je considère que de toute façon, que la situation soit désespérée ou pas, il faut, elle s'impose à nous. Donc à un moment donné, il faut traiter le problème, essayer de faire passer la balance du bon côté. De toute façon, le réchauffement climatique ou le ravage écologique, ils sont là et nous, on est là dans ce monde-là et il n'en existe aucun autre. Donc, c'est comment on se positionne et comment on agit, comment on fait exercice de nos capacités politiques dans cette situation. Et pour moi, la question de l'espoir ou du désespoir, en fait, elle est parfaitement secondaire. Même quand une situation a l'air désespérée, faut continuer à vivre, il faut continuer d'agir. Donc, voilà. Merci beaucoup Clément Sénéchal. Avec plaisir. Merci à vous.